Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donald Trump devait se rendre jouer au golf ce week-end. Il devait jouer au golf dans son propre club privé de Bedminster dans le New Jersey. Eh bien, il a tout annulé. Il revient à Washington et voici ce qu'il a d'ailleurs écrit sur Truth Social il y a quelques heures à peine. Bien que je voulais beaucoup être avec mon fils Don Jr. et la nouvelle arrivée dans la famille Trump, sa future épouse Bettina, je pense qu'il est important pour moi de rester à Washington DC, à la Maison-Blanche, pendant cette période cruciale. Que se trame-t-il ce soir à la Maison-Blanche? Bien sûr, nous allons essayer de tout comprendre, de tout savoir. Vous avez bien fait, vous êtes sur LCI, la chaîne qu'il faut écouter ce soir. Je vais vous présenter notre plateau. Vincent Crouzet, bonsoir. Bonsoir Vincent, Anne. vous êtes expert en renseignement et écrivain. Vous avez commis ce livre, votre autobiographie. Et nous écoutons d'ailleurs Donald Trump tout de suite. And they're not doing just fine. They want to settle so badly. We have the greatest military. I just got back from China, President Xi. Good man, good man. And I'll get killed for saying that. They'll say, oh, he called President Xi a good man. Well, we had an amazing time. Il a appelé le président Xi, nous avons passé un très bon moment, mais même lui a dit que nos militaires étaient très bons. J'ai créé les meilleurs militaires au monde lors de mon premier mandat, mais je ne savais pas que j'allais tellement les utiliser. Nous les utilisons et il n'y a rien de pareil à notre équipement, au personnel militaire qui sont le nôtre, et il n'y a personne qui ressemble à nos militaires, hommes et femmes. Mais toute ma vie, j'ai regardé et j'ai eu l'œil sur les politiciens et on parlait du syndrome de dérangement de Trump. On disait que tous ces fils sont un peu mélangés et on disait que les républicains, que nous étions les démocrates, nous allions baisser vos impôts. Non, ils ne l'ont pas fait. Ils ont au contraire dit, les démocrates, qu'ils allaient augmenter les impôts. N'oubliez jamais qu'il n'y a pas eu un seul démocrate au Congrès qui ait voté pour augmenter les déductions SALT des taxes locales et d'État. Mike, qui est là, s'est battu contre eux et ils ont voté contre lui. Et en votant contre le Great Big Beautiful Deal, la meilleure et la plus belle législation jamais adoptée, parce que nous avons tout mis pour ce mandat de 4 ans. C'était mon idée. Je me suis dit, on va tout mettre, parce que ces gens sont complètement fous et nous n'aurons peut-être pas une autre possibilité. Nous avons tout mis là-dedans. Donc c'est une législation suffisante sur 4 ans. C'est pourquoi je l'appelle le projet de loi merveilleux. Pas d'augmentation des impôts, pas d'impôts sur la sécurité sociale pour les... Vous venez d'entendre Donald Trump. Je pense que nous allons le réécouter un petit peu plus tard dans la soirée. Donald Trump se trouve actuellement dans l'État de New York. Il est devant le Rockland Community College dans le New Jersey. Il est en train de faire un meeting et nous allons bien évidemment suivre tout ce qu'il dit tout au long de cette soirée. J'étais en train de vous présenter Vincent Crouzet. Je recommence donc Vincent Crouzet et le reste de mon plateau. Donc Vincent Crouzet, vous avez écrit ce livre qui est votre autobiographie, Le jour où je suis devenu espion, que j'ai lu. Et merci d'être là ce soir. Alexandre Melnick, bonsoir. Vous êtes professeur de géopolitique à l'ICN Business School. Vous êtes ancien diplomate, bien évidemment. Stéphane Goldin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes analyste sécuritaire. Vous avez commandé une unité d'élite de Tsahal. Merci d'être avec nous ce soir. Michel Goya, consultant militaire LCI. Merci infiniment d'être là ce soir. Samantha, bonsoir. Chercheuse à la Royal Institute of International Affairs, ancien officier politique de l'OTAN. Et enfin, Sophia Amara. Sophia, bonsoir. Vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Donc, reprenons nos esprits. Reprenons le cours de cette émission, le cours de la soirée. Donald Trump est en train de parler en direct, vous l'avez vu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ses plans ont été modifiés pour cette soirée. Puisque il avait d'abord prévenu qu'il ne pourrait pas être présent lors du mariage de son fils, Don Jr., parce que justement, il préférait être à Washington pendant cette période cruciale. De quelle période cruciale parle-t-il, Sophia Amara ?
Écoutez, c'est évident que normalement, le week-end, Donald Trump ne reste pas dans la capitale et qu'il va dans sa résidence de Mar-a-Lago. A-t-il quelque chose à annoncer ? Il lui est arrivé, effectivement, depuis le début de cette guerre, de rester quand il devait discuter, négocier, écouter des rapports. Là, il s'agit quand même du mariage de son fils. Donc, apparemment, il y a quelque chose d'important. Peut-être le retour des négociations qui sont en cours au Pakistan, à Téhéran, sous l'égide du Pakistan et du Qatar. Ou peut-être, Michel Goya, le retour de frappes décisives, parce que d'aucuns disent, le média américain Axios, qui est toujours très bien informé, que ces derniers jours, Donald Trump était devenu de plus en plus frustré, justement, et qu'il aurait évoqué la possibilité d'une opération militaire majeure à venir, qui serait, selon lui, la dernière, l'ultime, celle qui lui ferait crier victoire. Écoute, il est dans une situation il est bloqué, en réalité. Et ce blocage, d'ailleurs, est en partie de sa faute. Il n'avait pas qu'à arrêter la guerre. Déjà, lancer cette guerre de cette façon, peut-être, et surtout ne pas l'arrêter sans avoir obtenu quelques résultats, ne serait-ce que des résultats militaires. Donc il se retrouve maintenant en situation où les coalisants ont laissé les Iraniens, entre les mains des Iraniens, un certain nombre de cartes. Ils sont toujours capables de frapper les pays voisins de missiles balistiques. Ils ont toujours le contrôle des détroits d'Ormuz. Le minimum avant d'engager des négociations éventuellement, pour moi, ça aurait été au moins de retirer ces cartes entre les mains des Iraniens pour les désarmer et les mettre en position de faiblesse. Et là, peut-être qu'on pouvait faire pression. Là, non. Donc les Iraniens ont toujours des cartes en main. Ils ont toujours une capacité de dissuasion. Ils ont toujours une capacité de dire, écoutez, vous nous attaquez, on va riposter contre les pays voisins. Et là, évidemment, ça calme un peu les ardeurs. Et donc, il est bloqué. Et s'il ne trouve pas d'autre solution, si rien ne se passe dans les jours qui viennent, il sera obligé de refrapper. On va y venir, on va détailler bien sûr cela tout au long de la soirée. Nous ne sommes pas pressés pour le moment. Allons vers vous, Sonia Dridi, vous êtes à Washington. Merci d'être en direct avec nous, Sonia, fidèle au poste. Aidez-nous à comprendre. Donc effectivement, Donald Trump devait aller jouer au golf, j'allais dire presque comme tous les week-ends, tranquillement. Que se passe-t-il pour qu'il ait éprouvé l'envie, le besoin, et qu'il l'ait fait, puisque généralement Donald Trump fait ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire publier ce post pour dire qu'il devait rester à Washington parce que c'était potentiellement un moment crucial. Oui, une responsable de l'administration qui se trouve dans les bureaux que vous pouvez voir derrière la porte bleue derrière moi m'a confirmé qu'il allait revenir dans les prochaines heures à Washington. Un peu plus tôt, Donald Trump, vous l'avez dit dans ce message, a assuré qu'il était important dans cette période cruciale de rester, selon lui, à Washington, alors qu'il devait se rendre pour ce long week-end férié dans son golfe de New Jersey, parce que quand il commence à faire très chaud, il va moins à Mar-a-Lago et davantage dans le New Jersey. Et puis, rebondissement, on a tous été surpris de savoir qu'il allait revenir plus tôt. Alors, il y a toutes sortes de spéculations, évidemment. Donald Trump, que l'on sait de plus en plus frustré, pressé d'obtenir une victoire pour ensuite pouvoir se sortir de cette guerre. Il a répété ce matin lors d'un événement à la Maison-Blanche que l'Iran ne pouvait pas se doter de l'arme nucléaire. Il a dit de nouveau que selon lui, les Iraniens mouraient d'envie d'avoir un accord, de conclure un accord. Alors hier, le secrétaire d'État Marco Rubio parlait de signaux positifs. On a cru ici aussi qu'il y allait avoir des avancées parce que la Maison-Blanche a convoqué des journalistes pour un appel sur l'Iran. Ces appels sont rares. En général, c'est quand il y a des annonces à faire ou au moins des avancées. Et puis, cet appel a été annulé. Et donc, il y a peut-être eu une avancée, puis des reculs sur les négociations. En tout cas, s'il revient à Washington, il va sûrement consulter ses conseillers, probablement son Conseil de sécurité nationale dans les prochaines heures et jusqu'à la fin du week-end. Merci Sonia Dridi. Bien sûr, vous restez avec nous tout au long de la soirée parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a d'abord cette armada d'un point de vue militaire qui continue non seulement à être présente dans le Golfe, mais en plus à s'entraîner et à s'intensifier. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, nous avions bien sûr les avions de chasse sur le Lincoln, le porte-avions américain qui reste sur zone. Ils sont là, ils sont bien là, et les avions de combat aussi qui se font ravitailler sur zone. Tout cela veut bien dire, Michel Goya, que pour le moment, Donald Trump n'a absolument pas exclu la possibilité de frapper.
Non, mais c'était toujours dans l'air. De toute façon, il avait toujours ce bâton en main. Sinon, sinon vous n'engagez pas de négociation. Si on avait dit, tiens, on va virer tout le... D'accord, donc vous voulez me dire que s'il n'y avait pas cette armada, il négocierait encore plus mal que ce qu'il a l'air de négocier. Ah bah évidemment, c'est-à-dire... dis donc. Mais non, mais s'il fait pas peur... Non, mais vous négociez si vous faites peur, quand même. Si vous obtenez quelque chose, il faut au moins faire peur. Et si ça suffit donc pas... Donc on fait peur militairement par sa présence pour pouvoir obtenir quelque chose dans les négociations. C'est une menace. S'il dit, OK, la guerre s'arrête, on fait cesser le feu, les porte-avions rentrent à la maison, il n'y a plus rien, pourquoi voulez-vous que les Iraniens cèdent sur quoi que ce soit ? Il n'y a rien qui... Au moment, ils ne cèdent pas. Non, mais forcément. Donc, à un moment donné, ça sera certainement... L'armada ne fait pas assez peur ? fait pas assez peur, bien sûr. D'accord. Visiblement, non. Donc, il faudra certainement l'utiliser. Oui. Mais la peur et maintenir la peur, ça fait partie de la stratégie Trump. Et le fait qu'il ait annulé son agenda, changer, ça ne veut pas dire qu'il va lancer tout de suite les frappes immédiates. On ne sait pas, parce que je crois qu'il a intérêt, d'ailleurs... Tous les protagonistes de ces situations ont intérêt à garder cette espèce de statu quo tendu. Voilà, donc... ça, pour être tendu, c'est tendu, oui. Tout à fait. Vous savez, ça me rappelle quoi ? Ça me rappelle la scène finale du western Le Bon, la brute et le truand. Oui. Alors, parce qu'il y a des protagonistes qui se regardent et perdra celui qui clignera le premier les yeux. Et pour le moment, personne ne cligne les yeux. Donc, c'est-à-dire, c'est presque... Pas mal, là, votre image. C'est presque match nul, mais match nul qui suscite énormément de tensions de part et d'autre, et aussi, évidemment, nourrit, alimente les discussions médiatiques. C'est qui la brute et le truand ? Oui, c'est ça que je voulais poser. Oui, Vincent Clouzet. Petite idée. Question douloureuse. Que vouliez-vous dire, Vincent ? Non, j'étais comme Michel, je voulais savoir qui était le bon, la brute et le truand. On verra la suite. Alexandre. La suite, c'est le suspense. Okay. Oui, sur cette tension actuelle. Oui, non, déjà, le positionnement de l'US Navy, je vous rappelle que tout de même, le blocus naval américain est toujours, en théorie, en vigueur, opérationnel, en vigueur. Voilà, donc ils ont absolument besoin tout de même de forces navales en alerte permanente sur zone. Apparemment, les derniers chiffres, ils auraient donc redirigé 94 navires depuis le début de ce blocus naval, et ils en auraient à raisonner immobiliser 4 seulement, ce qui n'est pas énorme, sachant que depuis quelques jours, il y a entre 20 et 30 navires qui franchissent... Qui passent, on va y venir dans le détail. Franchissent le détroit. Donc c'est normal qu'ils maintiennent de toute manière une mise en condition opérationnelle et une alerte permanente sur à la fois l'USS Tripoli et puis l'escadre aéronavale du Lincoln. Ce qui est intéressant pour mesurer la tension qui se traduit souvent sur la bourse, c'est qu'on a vu les cours du pétrole descendre un petit peu aujourd'hui en se disant qu'il y aurait peut-être que ces discussions à Téhéran porteraient leurs fruits. Mais là, ce soir, le pétrole monte, mais les actions montent aussi. Donc on voit que finalement il y a une sorte de schizophrénie qui est en train de s'emparer des marchés, parce que les actions vraiment commencent à redescendre quand on pense que la guerre va recommencer. Non mais Samantha, le pétrole monte aussi. Oui, Donald Trump ne pense qu'au marché. Oui, mais là il y a une schizophrénie dans le marché, parce que le marché les deux choses vont dans le même sens. Normalement, elles vont dans le sens opposé. Donc, ça veut dire à quel point cette tension est en train de semer une confusion totale. Mais ce soir, de toute façon, on va beaucoup parler de confusion, alors que tout le monde joue avec le feu. Stéphane Goldin, vous êtes militaire, vous avez commandé des unités d'élite de Tsahal. Que vous inspire cette permanence de la menace américaine sur zone ? Tout d'abord, c'est pas la première fois que Donald Trump ne va pas au golf en fin de semaine. Je pense que c'est passé qu'une seule fois. Alors attention, oui. Et il me semble jouer au golf, vous voulez dire. Oui, jouer au golf. Pas les états du golf. Jouer au golf. Jouer au golf. Voilà, c'est sans E. Golf sans E. Jouer au golf avec un E à la fin. Oui. Jouer au golf sans E, excusez-moi. Attention, vous me mettez dans la confusion, vous aussi. Jouer au golf, c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois. Il me semble que la première fois, c'était au moment où il y avait eu le retour des soldats américains qui avaient été capturés. Des pilotes et des navigateurs. Et c'est pour la récupération du pilote. Récupération des pilotes. Donc ça veut dire qu'on est en train potentiellement de vivre un moment crucial. Il y a un moment crucial parce que concrètement, on voit très bien que pour le moment, les négociations tournent en rond parce qu'il n'y a toujours pas d'accord sur la question du nucléaire, sur la question des missiles balistiques, sur la question du détroit d'Ormuz, qui est une question cruciale, et sur de fait aussi la question des proxys qui touche plus la question... Là, vous nous faites le déroulé des ratas israéliens. Hein. Mais au-delà de cela... il y a évidemment aussi d'autres paramètres qui rentrent en compte. On voit que le Pakistan
a envoyé son chef d'état-major, qui est aussi le chef des renseignements pakistanais, au Téhéran. Mais ce que l'on comprend, c'est que dans le fond, c'est 50-50. Et la fenêtre de tir va être très courte. Pourquoi elle va être très courte ? C'est-à-dire la fenêtre de tir. La fenêtre de tir, s'il doit y avoir une opération ou pas. Elle va être très courte. Elle dépend de quoi ? Elle va dépendre évidemment de la question des négociations, de la question aussi si il peut y avoir un effort vis-à-vis des Iraniens par rapport à cette négociation. Or, pour le moment, il n'y a rien. Et pourquoi cette fenêtre de tir, elle est très courte ? Parce que tout simplement, le 11 juin prochain, commence la Coupe du Monde de football. Et qu'on le veuille ou non, c'est un événement crucial, mondial. Et deuxièmement... Donc vous pensez que ça doit être réglé avant le début de la Coupe du Monde ? Trump va arriver avec une victoire. Et pour le moment, déjà, vous nous disiez que ça devait être réglé avant la visite de Donald Trump en Chine. Mais moi, je dis depuis le départ que où les États-Unis ont fait une erreur, comme en juin dernier, comme aujourd'hui, c'est d'avoir mis en place une trêve... En s'arrêtant, qui a permis d'ailleurs aux Iraniens de se reconstituer. Nous aussi, on a pu aussi... oui, Israéliens, Américains aussi, tout le monde se reconstitue. La trêve, c'est pas que dans un sens. La trêve est arrivée au mauvais moment. Si franchement, on voulait la guerre et aller jusqu'au bout, il ne fallait pas cette trêve. Écoutons ce qu'a dit Donald Trump, c'est très court, justement à propos de là où en sont ces négociations. Nous avons fait quelque chose d'extraordinaire au Venezuela. Vous avez vu ce que nous avons fait en Iran également. L'Iran meurt d'envie de conclure un accord, mais nous n'avions pas d'autre choix car l'Iran ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Sophia Mara, vous avez bien entendu Donald Trump. L'Iran meurt d'envie de conclure un accord. Donc, est-ce que là, il prend ses désirs pour ses réalités ? Est-ce que c'est une façon de négocier justement en maintenant cette pression militaire, comme vient de nous l'expliquer Michel Goya ? De quoi s'agit-il ? Oui, ils en meurent peut-être d'envie, parce que personne n'a envie de faire la guerre, mais pas dans le sens que nous explique Donald Trump. En réalité, vous avanciez un chiffre et vous aviez tout à fait raison, Stéphane. Aujourd'hui ou hier soir, le conseiller du chef de l'État émirati a dit ceci: on est à 50% de chances de réussir et 50% d'échouer dans ce qui concerne les négociations. Négociations qui semblent avancer, puisque à Téhéran se sont rendus le très puissant chef de l'armée pakistanais, très apprécié de Donald Trump, l'amiral Mounir, exactement, et par ailleurs les Qataris. Ce qui semble indiquer qu'il y a une importante négociation à ce stade, et l'Émirati, dont tout le monde s'est précipité pour dire oui, c'est la Sparte des pays du Golfe, ils vont se ranger avec Israël, ça y est, c'est la rupture. Pas du tout, les Émiratis ont dit, il faut pas qu'on aille à la guerre, c'est trop compliqué, c'est très douloureux, on est à 50-50. Donc, selon les Émiratis eux-mêmes, les négociations et les chances d'aboutir à un deal sont de 50-50. 50-50. Mais les 5 États du Golfe ont adressé aujourd'hui même une lettre à l'autorité maritime internationale, qui est une organisation mondiale de surveillance du transport maritime. Dans cette lettre, ils exhortent littéralement les navires marchands et les navires commerciaux à ne pas s'engager dans des négociations justement avec les gardiens de la Révolution. Ils n'en ont pas du tout envie. Allons voir directement dans le Golfe Elisa Cléache, qui est notre envoyée spéciale au Qatar. Elisa, bonsoir, merci d'être avec nous. Les pays du Golfe sont-ils, on le sent bien à travers cette lettre, inquiets de cette situation potentiellement à nouveau explosive dans ce détroit d'Ormuz et entre l'Iran et les États-Unis et Israël? Oui, bien sûr, parce qu'avec ces dernières annonces de l'Iran, avec ces fameux frais de service, ils ont l'impression que l'Iran tente de pérenniser leur contrôle sur le détroit d'Ormuz, d'institutionnaliser leur contrôle et en quelque sorte d'asseoir leur souveraineté bien au-delà du conflit. Donc évidemment, ça les inquiète. Hier, l'Iran publiait une carte avec cette zone de contrôle, cette zone de surveillance. Aujourd'hui, il s'agit de frais de service, donc qu'ils feraient payer par les navires qui tenteraient de traverser ce détroit. Alors concernant la possible collaboration avec Oman, pour le moment, on en est toujours au stade de discussion. Rien n'est acté, rien n'est confirmé, mais selon des responsables iraniens, Oman tente de faire jouer ses relations avec les pays du Golfe, avec les États-Unis, pour tenter d'acter ce fameux plan de contrôle à moitié de l'Iran, à moitié d'Oman sur ce détroit d'Ormuz. Évidemment, c'est inenvisageable, autant pour les États-Unis que pour les pays du Golfe. Ça reste le point de crispation central avec le nucléaire, bien sûr, dans les négociations qui patinent entre Téhéran
Téhéran et Washington. Et puis bien sûr inenvisageable également pour les pays du Golfe dont l'économie dépend en grande majorité de ce détroit d'Ormuz pour leurs importations de marchandises, pour leurs exportations d'hydrocarbures. Et pour vous donner un exemple ici très local, au Qatar, c'est 80% de leurs recettes qui dépendent de leurs hydrocarbures et donc plus généralement du détroit d'Ormuz. Merci beaucoup Elisa Cléache d'avoir été avec nous en direct du Qatar. Justement, à propos, le Qatar, Sophia Amara, le Qatar, jusqu'à présent, il n'avait pas agi comme intermédiaire direct dans ce conflit entre les États-Unis, Israël et la République islamique d'Iran. Ils avaient laissé cette tâche à des intermédiaires comme Oman et plus récemment le Pakistan, alors que le Qatar est traditionnellement un intermédiaire. Donc, alors, vous allez répondre à ma question tout à l'heure. Pour le moment, nous écoutons Donald Trump. Vous allez voir les coûts baisser. Les démocrates sont ceux qui ont augmenté tous les coûts. Et ce sont eux qui en sont responsables. Lorsque j'ai commencé mon mandat et entamé mon mandat, les prix étaient très élevés. L'inflation était la plus importante que celle que nous avions connue. Les coûts étaient très élevés. Et constamment, on nous disait ce sont les coûts, ce sont les coûts. Et on nous servait tout le temps ce mot, l'abordabilité. Cela faisait 2 jours que j'avais pris mes fonctions et je me suis dit, mais c'est complètement stupide. Et les coûts avaient considérablement augmenté sous Joe le dormeur. Et j'entends les démocrates un peu partout dire c'est une question d'abordabilité. Non, ils ne savaient même pas ce que signifiaient les coûts. Vous vous souvenez des œufs? Ma première conférence, au bout de 2 ou 3 jours, ces personnes, cette presse corrompue, on dit qu'est-ce que vous allez faire? Ils sont corrompus, ils le savent. Ils sont corrompus. Totalement corrompus. Et ils disaient, qu'est-ce que vous allez faire concernant le coût des œufs? Et j'ai dit, quel est le problème avec les œufs? Ils m'ont dit, les prix ont augmenté à 4 reprises. Je pense que non. Voilà, c'est Donald Trump qui, comme à son habitude, dans ce long genre de discours, fait des digressions, puisque là, il parle de l'inflation, mais il venait d'évoquer, bien évidemment, un sujet qui lui tient très à cœur, qui est celui de l'uranium que détient la République islamique d'Iran, de l'ultimatum qu'il a lancé à cette République islamique. Et je vous rappelle que nous sommes toujours en attente de résultats, de négociations qui sont plutôt musclées au sens figuré, en tout cas en ce moment, entre justement les Iraniens, les Américains. Et j'étais en train de vous poser cette question, Sophia Amara, sur ceux qui reprennent, je dirais, une certaine verve en tant qu'intermédiaire, qui est justement le Qatar. Parce qu'une délégation qatari est en train d'arriver en Iran, alors que ça n'avait pas été le cas précédemment. Ça, c'est un élément nouveau. Oui, vous soulignez très justement que le Qatar a toujours eu un rôle de médiateur, traditionnellement. Et on ne comprenait pas pourquoi c'était désormais Oman et le Pakistan qui jouaient ou assumaient ce rôle de médiateur. Or, il se trouve que les Qataris et les Israéliens ont eu quelques déconvenues, enfin, ont eu quelques frictions. C'est un euphémisme que de le rappeler ici. Et par ailleurs, ils sont directement impliqués dans cette guerre. Ce qui n'était pas le cas du Pakistan. Et donc, il était plus normal que les Pakistanais jouent ce rôle qui est assez nouveau pour eux. Les Qataris se sont rendus à Téhéran, c'est quand même un signe important. Et aujourd'hui, après avoir reçu 2 fois le ministre de l'Intérieur pakistanais, eh bien c'est le tout-puissant chef des armées qui s'est rendu à Téhéran, ce qui semble indiquer que ces négociations avancent. Et donc, à suivre dans les prochaines heures. Nous allons revenir bien évidemment sur ces négociations, la possibilité de frappe imminente, puisque Donald Trump, je vous le rappelle, n'est pas allé jouer au golf et qu'il a lui-même exprimé le fait que c'était un moment potentiellement important. Mais passons par ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé ce matin, ici même en Europe, en Suède, puisqu'il y avait une réunion de l'OTAN. Et je vous rappelle que la sidération continue concernant les relations entre Donald Trump et l'OTAN, puisqu'on est relativement
habitués maintenant aux déclarations intempestives, contradictoires de Donald Trump à propos des troupes qu'il va laisser américaines dans l'OTAN ou pas. Mais voici ce qu'il a dit hier sur son réseau Truth à propos de... Alors je n'ai pas cette... Voilà, c'est suite à l'élection du président polonais. J'ai le plaisir d'annoncer que les États-Unis enverront 5000 soldats supplémentaires en Pologne. Alors là, c'est bien le contraire de ce qu'il nous avait dit précédemment, puisque sur ce plateau, nous avons bien évidemment commenté le fait que Donald Trump, au contraire, voulait enlever des troupes américaines d'Europe. Eh bien là, c'est l'inverse. Comment le comprendre, Alexandre Milnik ? Je passe assez rapidement sur les contradictions de Trump, dont il est vraiment friand. Mais ce que je voudrais dire, qu'il y a une certaine logique, à mon avis, dans ce qui s'est passé aujourd'hui en Suède, lors de cette réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, parce que Donald Trump ne considère pas l'OTAN en tant qu'alliance. Il considère l'OTAN en tant qu'agglomérat de pays avec des intérêts souvent différents. Il veut toujours introduire cette approche très personnelle dans les relations internationales. Et quand il justifie ou explique sa décision d'envoyer un nouveau contingent américain, il ne part pas de valeur de l'OTAN. Il ne part pas de la nécessité de faire face à la menace russe, par exemple. Il part de quoi ? Il part de ses relations personnelles avec son ami personnel qui s'appelle Karol Nawrocki, qui d'ailleurs ne tarissait pas d'éloges sur Donald Trump lorsqu'il était élu en juin dernier, et qui représente ce que Donald Trump considère comme... Alors, je vous coupe, bien évidemment, si j'entends ce logo. Alors, c'est un petit problème technique, mais je suis ravie, on a pu revoir ce très beau logo de cette émission 22h n'y va. Donc, nous en reprenons le cours. Oui, je me demandais, Samantha Bernard, est-ce que c'est pas une nouvelle doctrine de Donald Trump ? C'est-à-dire que finalement, maintenant, on met des troupes américaines dans des pays avec lesquels on a des bons rapports personnels avec le dirigeant. Le problème, c'est qu'il y a quelques jours, le Pentagone a annoncé que 4000 troupes américaines qui étaient en partance du Texas pour aller en Pologne n'iraient pas. Oui. Et d'ailleurs, le Premier ministre Donald Tusk a exprimé son désarroi, et les pays... Les États baltes ont aussi exprimé leur désarroi, parce que pour eux, la Pologne fait partie de leur dispositif de sécurité. Karol Nawrocki a été élu en août ou en juin. Enfin, les Polonais sont ravis de cette déclaration de Donald Trump, bien évidemment. C'est pas nouveau. Il n'est pas en train de dire vous avez élu quelqu'un hier, j'envoie les troupes aujourd'hui. C'est totalement incompréhensible. On dirait qu'il change d'avis comme il change de chemise, comme je pense qu'il change de chemise assez souvent, au moins une fois, si ce n'est pas 2 fois par jour. C'est incompréhensible. Pour aller dans votre sens, oui, Samantha, oui, tout à fait. Écoutons la ministre des Affaires étrangères suédoise ce matin, qui recevait justement l'ensemble de ces chefs d'État, enfin de ces ministres des Affaires étrangères plutôt, puisque c'était les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Elle abonde dans votre sens. Voici ce qu'elle a dit. C'est effectivement confus et difficile à suivre. Je suppose que vous ressentez la même chose que moi, mais nous devons continuer à nous concentrer sur ce que nous faisons et non sur ce que tout le monde dit. Donc nous devons continuer à investir dans notre propre défense. Bon, Michel Goya, même l'hôtesse de ce sommet de préparation pour un futur sommet de l'OTAN qui aura lieu cet été, dit qu'on est en pleine confusion. Oui, c'est étonnant. Il ne comprend pas la politique de Trump. En fait, Trump, il utilise ses soldats comme des points de bonus-malus des différents pays européens en fonction de leur alignement. Effectivement, il y a les pays alignés, les pays non alignés, même pas les États-Unis, sur lui. Effectivement. Et donc, il les distribue un petit peu comme ça. Donc, on ne sait pas d'où sortent ces 5000 soldats. C'est pas... Oui, parce qu'en fait, j'allais vous demander, Michel, où il les prendrait ? Parce qu'il est possible qu'il les prenne d'Allemagne. Alors, soit on les prend, c'est le bonus-malus, donc on fait un malus pour l'Allemagne, hop, on les prend, Pologne qui est un bon, les vases pays, communicants, qui est un bon allié. Je rappelle que dans le premier mandat de Donald Trump, le président, c'était Duda à l'époque, avait dit non, venez, faut des soldats, on va vous construire une base pour vous, soldats américains, on va l'appeler Fort Trump. Oui, c'est ça, ils avaient été loin là, les Polonais. Et ils sont prêts à tout construire, les infrastructures, etc., et donner le nom de Trump. Donc soit c'est ceux qui sont en devant Peut-être que Trump les a entendus là. Soit c'est simplement
simplement ce dont on évoquait tout à l'heure, parce que vous savez que en 2022, il y avait 4000 soldats américains en Pologne. Après l'invasion russe en Ukraine, on a envoyé des troupes en rotation, et donc les monter jusqu'à 10 000. Effectivement, les dernières rotations, on a dit bon, peut-être qu'on va les suspendre, mais c'est peut-être ceux-là en fait qui finalement vont venir quand même. On n'en sait rien, ou peut-être qu'il se passera rien du tout, et que c'est un truc qu'il a lancé comme ça et qui sera oublié dans une semaine, quoi. Mais il y a toujours cette idée, il veut marquer le coup en disant voilà, la Pologne bien. L'Allemagne pas bien. Oui. En tout cas, oui, pas. Vincent Crouzet. Non mais Anne, ça fonctionne plus ce truc-là. Moi j'ai appris avec effarement la semaine dernière qu'il manquait 110 ambassadeurs. Ah oui, il les a pas nommés. Dans 5 des pays du Golfe, n'a pas nommé des ambassadeurs. En Ukraine non plus. Et dans tous les pays dans lesquels il y a une guerre, il n'y a pas d'ambassadeur américain. Au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, au Koweït, comment en Arabie Saoudite, il n'y a pas d'ambassadeur américain. Je veux dire, ça marche plus. Les 3 Donald Trump's girls, là, les grandes belles plantes, Christine Noem. Vincent, faites attention à ce que vous dites. Non, mais Pam Bondi et ce soir, Tulsi Gabbard, out. Elle n'est pas blonde. Non, mais Tulsi Gabbard a démissionné, je rappelle, parce que pour des raisons de santé très graves, de son époux. Oui, mais néanmoins, il y avait eu des fuites très importantes au New York Times et ça a été très mal vécu par la communauté américaine du renseignement. Écoutons. C'est peut-être aussi un des motifs de démission de Gabbard. Écoutons ce qu'a dit Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui était ce matin en Suède justement à cette réunion de l'OTAN à propos de ce qui se passe dans ce domaine. Tout le monde au sein de l'Alliance comprend bien que la présence militaire américaine en Europe va être réajustée. Je ne dis pas qu'ils vont s'en réjouir, mais ils en sont certainement conscients. Nous avons des obligations dans la région Indo-Pacifique, nous avons des obligations au Moyen-Orient, nous avons des obligations dans l'hémisphère occidental. En gros, c'est quand même très important ce que dit Marco Rubio. Il dit on a du boulot partout, nous, Américains, et donc vous, en Europe, débrouillez-vous. Oui, débrouillez-vous, Samantha. Oui, mais il y a une zone de la planète où une guerre chaude est en train de se passer depuis 4 ans, qui n'a pas été commencée par les Américains, qui a été commencée par la Russie. Une guerre chaude qui est en train aujourd'hui de déborder sur les pays de l'OTAN. Je parle des drones qui ont survolé la Lettonie et l'Estonie et la Lituanie ces derniers jours, qui ont obligé des avions de l'OTAN à essayer de les abattre. Comme ça s'est produit à de nombreuses reprises, bien sûr. Et donc, il y a une guerre aujourd'hui qui existe. Et qu'est-ce que font les Américains ? Ils ne veulent plus s'en mêler. Ils vont en fabriquer une comme ça au Moyen-Orient, et celle du Pacifique n'a pas encore commencé. Donc c'est incompréhensible cette attitude. Stéphane Goldin. Oui, ce que je voulais dire, comme ça a été dit, on revient sur une donnée, on retirait 4000 hommes, maintenant on en remet 5000, on est dans un système de base communicants. Mais il s'avère qu'il y a évidemment, comme l'a dit Alexandre Melnik, une histoire de copinage avec le nouveau président polonais, mais regardons d'une façon plutôt plus géostratégique et plus géopolitique. Il se passe quelque chose, c'est que la Pologne se trouve à la frontière avec un pays qui s'appelle la Biélorussie. Or, il s'avère qu'il y a 2 jours, il y a eu un exercice militaire entre la Biélorussie et la Russie, avec des intérêts nucléaires d'ailleurs. Et je voudrais, excusez-moi Anne, mais je vais devoir vous citer, parce que je suis tombé sur un article il y a un an quand vous interviewez le porte-parole du Kremlin, qui parlait justement de stratégie régionale, d'alliance régionale. Il ne parlait pas de la Biélorussie, mais il parlait d'une façon très globale dans le fond de sa volonté de vouloir avoir une force avec ses alliés face à l'OTAN. Et donc, quand les Américains veulent renforcer un pays comme la Pologne, c'est peut-être aussi montrer à l'Europe que sans les Américains, ils ne peuvent rien faire face à une menace, comme on a pu le voir dans l'exercice qui se passe entre la Biélorussie et la Russie contre l'Ukraine. Nous venons d'apprendre à l'instant que ce matin a eu lieu à la Maison-Blanche une réunion de la plus haute importance entre le président Donald Trump et son équipe de sécurité nationale à propos bien évidemment de la guerre en Iran. Ça a eu lieu ce matin. À l'intérieur de la salle, il y avait le vice-président J.D. Vance, le secrétaire à la défense Pete Hegseth,
Massachusetts, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Madame Suzy Wiles, et d'autres responsables. Le secrétaire d'État, Marco Rubio, évidemment, ne pouvait pas y être puisqu'il était en partance, il était en Suède. Et Dan Ken, le général Dan Ken, n'a pas assisté car il était en Europe à une cérémonie de remise de diplôme de l'Académie navale. Bon, Michel Goya, ça veut quand même bien dire que Donald Trump est en train de sérieusement envisager des frappes. Oui, bien sûr qu'il envisage. Mais il envisage et qu'il va sans doute le faire. Oui, mais visiblement, ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas parce que globalement. À contre-cœur, vous voulez dire qu'il le fera? Oui, je pense. Ne serait-ce d'ailleurs parce qu'il sait très bien que ce sont les pays de la région qui vont aussi en prendre plein la figure par voie de vous pensez que ça l'importe? Ça l'a importé. Je rappelle qu'il y a quand même une semaine, tous les dirigeants de ces pays l'ont appelé en disant écoute, t'es bien gentil, mais ça complexifie ses rapports avec eux. Les Iraniens, ils vont pas tirer sur les États-Unis, ils vont tirer sur nous. Donc on va peut-être réfléchir un peu avant de reprendre les hostilités, peut-être. Maintenant, après, et puis il y a un autre aspect, c'est que c'est pas du tout certain que ça réussisse. Frapper, d'accord, ok, mais pourquoi faire? Et on voit bien que dans l'esprit de Donald Trump, c'est pas pour désarmer l'Iran, c'est pas pour essayer de reprendre Mais pourquoi faire? C'est différent. Pour faire craquer le régime, c'est pour faire pression sur lui. Donc il est prêt à tout casser jusqu'au moment où le régime va céder. Je dis pas le régime s'effondre. Ça dépend comment on définit le succès. Peut-être que Donald Trump le définit différemment et que finalement ça n'est plus la chute du régime iranien. Ce que je veux dire, c'est s'il part dans cette optique, en fait, c'est tout à fait aléatoire. Il n'y a pas de raison particulière. Il a l'air qu'après un mois de bombardement, il y ait plus de résultats. Il a l'air, mais s'il frappait beaucoup plus fort, est-ce que ça serait différent? D'ailleurs, pour des raisons de politique intérieure, Donald Trump a vraiment besoin d'habiller la situation telle qu'elle est ou quelle qu'elle soit en victoire aux yeux de son électorat à quelques mois des élections de mi-terme. Mais je voudrais bien dire aussi, de façon peut-être un peu plus générale, en prenant du recul, qu'une fois de plus, nous sommes dans le choc de deux temporalités. Donald Trump, c'est un homme pressé. Donc il a son agenda à suivre. Alors que l'Iran, non. C'est-à-dire d'un côté, l'Occident, de façon générale, et les États-Unis en l'occurrence, ils ont la montre, et l'Iran a le temps. Donc il ne faut pas non plus oublier que Donald Trump, qui essaie d'imposer toujours cette approche transactionnelle dans les relations internationales, oublie que l'Iran, c'est pas vraiment un pays, c'est une civilisation. C'est une civilisation très ancienne qui s'appuie sur des traditions ancestrales. Donc, c'est-à-dire l'intemporalité de deux démarches, Donald Trump et l'Iran n'est pas du tout la même. Oui. Il y a aussi le fait que pour l'Iran, pour le régime iranien, parce que le régime iranien, pour moi, ne représente pas du tout la civilisation iranienne antique à laquelle on pense. Mais pour eux, cette guerre, elle est existentielle. S'il y a une défaite militaire, et parce que c'est aussi un des objectifs de guerre qui maintenant est passé au 3e, 4e plan, mais cette guerre pour eux est existentielle. Elle l'est beaucoup moins pour Donald Trump, qui de toute façon sait que dans 2 ans il aura des élections. Mais pour le régime à Téhéran, c'est la mort ou la victoire. Il y a rien entre. Et une victoire peut se définir beaucoup plus facilement pour les Américains. Une victoire, c'est ne pas perdre. L'information ce soir, pour celles et ceux qui nous rejoignent, c'est que Donald Trump a convoqué ce matin une réunion avec les plus hauts représentants de ses services de sécurité pour justement envisager sérieusement des frappes, le retour des frappes potentiellement, des frappes américaines, américano-israéliennes sur l'Iran. Et certaines sources pensent que cette opportunité aura lieu au cours des prochaines 24 heures et justement Donald Trump, Sophia Amara, serait enclin à recourir à l'action militaire parce que rien justement d'inattendu n'est en train de se produire dans les pourparlers. Écoutez, alors, la réalité nous indique autre chose. La réalité nous indique qu'un acteur important et un médiateur de qualité, entre guillemets, le Qatar, se trouve à Téhéran. Le Qatar a été bombardé par l'Iran. Le Qatar a la plus importante usine de production de gaz naturel liquéfié. Il a perdu 17% de sa capacité de production à cause des frappes iraniennes et il est à Téhéran aujourd'hui. Donc
tout semble indiquer, les Émiratis qui avaient dit, ça y est, nous allons rentrer en guerre, nous allons frapper l'Iran, invitent justement à calmer le jeu et parlent de 50% de réussite. Donc, est-ce que cette escalade verbale de la part de Trump correspond simplement à un moyen de faire pression pour donner une chance de plus aux négociations d'aboutir? C'est pas à exclure. Cela dit, effectivement, des frappes peuvent avoir lieu et on sait que Donald Trump aime généralement prendre des décisions le week-end pour ne pas subir un effondrement à la bourse, puisque nous ne sommes que vendredi soir et le week-end risque d'être long. Oui, absolument. Oui, Stéphane Goldin. Effectivement, le Qatar revient, et dans le fond, le Qatar a voulu toujours jouer un rôle un peu comme la Suisse du Moyen-Orient, ce rôle de médiateur. Et c'est vrai que la question du Pakistan comme médiateur posait un petit peu problème. Pakistan, qui a l'arme nucléaire, qui n'est pas signataire du traité de non-prolifération, dont Israël ne reconnaît pas, et même s'il y a des frictions entre le Qatar et Israël, il y a quand même des liens qui existent et il y a des discussions. Donc ça serait peut-être plus facile. Toujours est-il que s'il devait y avoir une action militaire dans les heures qui viennent, il ne faudra pas que cette action militaire puisse ressembler à celle que nous avons connue jusqu'à présent. On a vu que les actions militaires qui ont été menées jusqu'à présent ont, c'est vrai, frilosité, ont embêté le régime iranien, mais pas assez. Et il va falloir trouver quelque chose de beaucoup plus original. Il va falloir oser des choses nouvelles pour prendre les Iraniens par surprise. Et donc, c'est là où peut-être il y aura une nouvelle vision de la guerre, une nouvelle forme de guerre. On ne sait pas laquelle. Toujours est-il qu'à un moment donné, on va pas pouvoir rester sur ce type de guerre tel que nous l'avons connu jusqu'à présent. Donc, il va falloir modifier et donc les frappes seront sans doute différentes. Retournons à Washington où nous attend Sonia Dridi. Sonia, rebonsoir. Je savais que nous allions reprendre contact avec vous. Sonia, expliquez-nous ce qui a été dit ce matin, puisque nous venons de l'apprendre. Pardon, cette réunion a eu lieu au plus haut sommet de l'État à Washington. Qui était présent, ça on le sait. Mais que signifie la convocation de cette réunion ? Oui, alors tout comme vous, je viens de voir cette information via le site très bien informé Axios. Donc cette réunion avec des membres du Conseil de sécurité nationale du président américain était notamment présent donc Pete Hegseth, le secrétaire à la défense, le secrétaire d'État ou encore la chef de cabinet de Donald Trump, Susie Wiles. Lorsque ce Conseil de sécurité se réunit, c'est qu'il y a des décisions à prendre. On apprend via Axios que le président est déterminé à lancer une nouvelle frappe, sauf s'il y a une percée dans les négociations. Et on sait qu'avec Donald Trump, il peut très vite changer d'avis. On a eu l'impression hier que les choses bougeaient parce que la Maison-Blanche a convoqué un appel entre des responsables de l'administration et des correspondants Maison-Blanche. Et puis, à la dernière minute, il a été annulé. En général, ce type d'appels ont lieu quand il y a des avancées, des annonces à faire. Et donc, il y a peut-être eu des avancées, puis un recul. En tout cas, on sent un Donald Trump très impatient. Et ce retour précipité à la Maison-Blanche, on a tous été surpris de l'apprendre il y a quelques heures, montre que Donald Trump veut être ici. Il a peut-être pas encore pris totalement sa décision, peut-être qu'il hésite, mais en tout cas, il veut être entouré notamment de son Conseil de sécurité nationale ici à la Maison-Blanche. Ils vont sûrement se réunir un moment dans la Situation Room, la salle de crise, et on devra en savoir plus dans les prochaines heures. En tout cas, évidemment, beaucoup d'observateurs parlent de peut-être une dernière salve de frappe de la part du président américain pour mettre une dernière pression sur l'Iran et ensuite pour qu'il puisse crier victoire et se sortir enfin de cette guerre qui devient de plus en plus une épine dans le pied pour le président américain. Périlleuse. Merci infiniment Sonia d'avoir été avec nous. Michel Goya, donc si on résume les choses, Donald Trump a réuni ses collègues, ses spécialistes, son haut commandement, etc. Il le fait uniquement dans la possibilité d'une future frappe. Oui. Qu'est-ce que ça pourrait être concrètement ? Je sais très bien qu'il y a des buts de guerre, on en a beaucoup parlé sur ce plateau, mais là j'aimerais qu'on reste dans le pur militaire, c'est-à-dire quel genre de frappe pourrait terroriser le régime iranien et faire quelque chose, obtenir un gain militaire qui n'a pas été obtenu auparavant ? C'est une bonne question, c'est-à-dire que je ne vois pas très bien en réalité ce qui pourrait terroriser, comme vous le dites, le régime iranien. Tout a été fait ?
Non, pas tout a été fait. Allez, si vous voulez, mon sentiment depuis le début, c'est de dire, il fallait au mois de janvier, il fallait intervenir au mois de janvier. Voilà, pendant les révoltes, et il fallait à ce moment-là venir. Bon, mais Michel, ça n'a pas été fait. Et donc, on a raté une occasion. Ok. Voilà, et je dis nous, même, y compris nous, Français, éventuellement, dans cette affaire. Mais bon, on a raté cette occasion. Donc maintenant, on est reparti de la part de Trump sur l'idée d'une campagne aérienne. Pour en sortir victorieux, que faudrait-il faire? Ça dépend de ce qu'on appelle la victoire. Alors c'est soit effectivement les Iraniens arrivent et disent ok, allez, vous avez raison, on arrête tout, le nucléaire, on en prend trop sur la tête, c'est bon, on capitule et on cède sur tout. Ça, c'est la première version de la victoire. La deuxième version de la victoire, c'est que la capitulation ne vient pas, et donc on se dit Trump obtient une victoire militaire, c'est-à-dire il dit ok, voilà, j'ai bombardé, j'ai détruit leur arsenal de missiles, le programme nucléaire, je l'ai encore une fois atomisé, si j'ose dire, je l'ai complètement éradiqué une deuxième fois. Ça y est, l'Iran ne représente plus une menace militaire du tout, et donc ça suffit, ok. Si c'était ça serait une victoire. Oui, non, mais c'est l'autre option, si vous voulez. C'est soit la capitulation, soit la victoire militaire de fait, en disant voilà, j'ai tout cassé, ils peuvent plus rien faire, ils sont plus dangereux, je m'en vais et je passe à Cuba. Non, mais pour venir un petit peu dans le sens de Michel, sur le site de la Maison Blanche, il y a encore la déclaration de fin juin 2025 en disant nous avons anéanti les capacités nucléaires de l'Iran. Donc si Donald Trump se rend compte qu'il ne va pas pouvoir ni neutraliser l'arsenal nucléaire iranien, ni leur arsenal balistique, il pourra dire j'ai une victoire, sauf qu'aujourd'hui il y a une donnée qu'il n'y avait pas en 2025, c'est Hormuz. Il ne peut pas faire semblant, il ne peut pas bluffer sur Hormuz. Si les Iraniens décident de ne pas lâcher Hormuz, eh bien Trump peut dire tout ce qu'il veut. Il a même dit il y a 2 jours, je contrôle entièrement le détroit d'Hormuz. Mais là, il pourra pas le dire. Il pourra le dire, mais tout le monde saura que c'est faux. Alors, voici ce que disait hier soir Donald Trump à propos de Hormuz. Nous voulons que ce soit ouvert. Il faudra que ce soit gratuit, donc pas de péage. C'est une voie navigable internationale, donc pas de péage. Alexandre Melnik, il est question donc d'un péage. Ça, c'est une possibilité qui hérisse au plus haut point les Américains. C'est non pour le péage, c'est la ligne rouge pour ce fameux péage. Les Iraniens, de leur côté, ont créé un organisme qui est... Alors, ils ont changé de vocabulaire. Hein. Ça s'appelle plus péage, ça simplement c'est une ruse sémantique de la part des Iraniens, puisqu'aujourd'hui, ils disent que ce sont des frais de service qui seraient récupérés. Voilà. Ça n'est plus un péage. Et puis évidemment, les Européens, eux, sont terrifiés par les conséquences économiques de cette fermeture. Tout simplement, je crois que les Iraniens ont trouvé la martingale, si j'ose dire, c'est-à-dire ils ont transformé le détroit d'Hormuz regardez cette carte en arme nucléaire. Oui. C'est-à-dire on a pratiquement oublié que le début, la quintessence, la raison d'être, c'était quand même anéantir le potentiel nucléaire de l'Iran et changement de régime. Encore une fois, je reviens sur cette expression changement de régime. Oui. Qui occulté dans le vocabulaire américain, comme si c'était un tout... Oui, écoutez, ils disent ça tout le temps, ils ont dit ça aussi en Irak. De toutes les guerres que j'ai couvertes où étaient les Américains, on parlait d'un changement de régime. Ils vont pas jusqu'au bout, c'est-à-dire les Américains, à mon avis, ils ont tous les moyens militaires, mais ils n'ont pas le cap très clair, politique et stratégique. Donc pour vous, ça n'est pas qu'ils se réfrènent militairement, c'est qu'ils manquent de cap stratégique. Ils manquent de cap, de vision stratégique. En tout cas, arrêtons-nous un instant sur cette carte. Si Baptiste, pouvait me la remettre. Merci Baptiste. Voyez, en bleu, c'est effectivement, Sonia Amara, le détroit percé, c'est-à-dire le détroit lui-même. Donc on voit bien la rive iranienne, la rive omanienne. Et d'ailleurs, les Iraniens sont en train de dire que le sultanat d'Oman devrait les aider également pour récupérer ces fameux frais de service, puisqu'il s'agit de ces 2 pays. Et puis, on a en rouge toutes les eaux territoriales iraniennes. Oui, effectivement, cette carte est très importante et elle explique pourquoi les Émirats arabes unis sont furieux, et les pays du Golfe de manière générale. C'est que dans la zone rouge qui va au-delà du détroit d'Hormuz, cette zone rouge, c'est la kill zone que veut imposer l'Iran.
Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que toute cette zone passerait sous le contrôle des Iraniens. Elle l'est effectivement déjà. C'est ce qu'ils souhaitent. C'est ce qu'ils souhaitent. Or, vous voyez à l'extrême sud de la carte Fujairah. Oui, le grand port des Émirats. Le grand port des Émirats. Ce port, en temps normal, il échappe au chantage du détroit qui est en bleu. Or, là, vous voyez que les Iraniens ont étendu la zone au-delà de ce point. Et donc, ce serait un énorme problème puisque les Émirats ne pourraient pas exporter tout ce qu'ils ont à exporter ou importer en évitant le moindre clash avec les Iraniens. D'autant que le terminal de Fujairah a été frappé il y a pas longtemps. 15 jours. Effectivement. Pendant le cessez-le-feu. Écoutons un conseiller du guide suprême, non pas le guide suprême, un conseiller du guide suprême qui a des mots assez éloquents, vous allez l'entendre, à propos de cette arme que constitue aujourd'hui, bien sûr, pour la République islamique d'Iran, ce fameux détroit d'Ormuz élargi. La situation actuelle dans le détroit, qui est sous notre contrôle, constitue notre plus grand atout militaire, géopolitique et diplomatique. Les pays européens nous font savoir qu'ils veulent régler leurs différends avec nous concernant le détroit. C'est le détroit qui a rendu cela possible. Ce nœud que représente la gestion du détroit et la baguette magique. En bref, tous les problèmes qu'ils ont sont dus à cela. Il a parlé de baguette magique. Stéphane Goldin, la baguette magique. Oui, c'est la baguette magique des Iraniens, c'est leur bombe atomique comme ils disent, parce que de fond, ils ont bougé le curseur sur le détroit d'Ormuz et tout le monde s'est focalisé sur ce détroit d'Ormuz, où je voudrais simplement rappeler, il n'y a que 20% de la production mondiale qui passe par là, et 80% de cette production, de ces 20% vont vers l'Asie, non pas vers l'Europe, ni vers l'Est. Ouais, ça, c'est en nous disant, vous nous dites ce que dit Trump, et c'est pour ça qu'il dit débrouillez-vous. Oui, non, je voudrais simplement rappeler ce sujet. Mais derrière tout ça, il y a aussi un autre symbole, parce que ce péage, il ne se fera pas en dollars. Il se fera aussi en yuan. Et donc, il y a toute la question des BRICS. Et on sait très bien qu'il y a aussi une guerre derrière tout ça, une guerre qui est beaucoup plus que symbolique aujourd'hui. On a vu qu'il y a eu, il y a une semaine, une réunion des BRICS, je ne sais plus où exactement. Et donc, on voit très bien qu'il y a aussi une volonté de contrer le dollar américain un peu partout dans le monde. Donc, il y a derrière aussi cette guerre idéologique sur la question du dollar comme monnaie forte du monde. Bien sûr. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, Donald Trump est actuellement en meeting dans l'État dans le New Jersey. Il n'est pas allé à Mar-a-Lago, il va rentrer à Washington. Il a lui-même évoqué un moment crucial après avoir ce matin réuni ses plus hauts commandants autour de lui. Des frappes sont sans doute imminentes, mais écoutons ce que disait Donald Trump à propos de la situation en ce moment même en ce qui concerne la guerre en Iran. Tout se passe très bien pour nous. Premièrement, le Venezuela. Ça a été incroyable. Maintenant, l'Iran. Leur marine a disparu. L'armée de l'air a disparu. Tout a disparu. Et leurs dirigeants sont partis. C'est leur dirigeant. Sonia Dridi, vous êtes avec nous à Washington. Sonia, merci d'être en duplex avec nous et de nous suivre pendant toute cette soirée pour essayer de comprendre Donald Trump. Tout le monde, même à Washington où vous êtes, a été relativement étonné d'entendre, de constater que Donald Trump avait réuni ses plus hauts commandants et qu'il restait à Washington pendant tout ce week-end. Oui, la plus grosse surprise, c'était de voir qu'il n'allait plus dans son golfe du New Jersey après ce meeting à New York et qu'il revenait à la Maison-Blanche. C'est très rare qu'il y ait un tel bouleversement du programme comme cela. Et puis, on a appris il y a peu, via le site bien informé Axios, qu'il avait réuni un peu plus tôt ici à la Maison-Blanche son conseil de sécurité nationale, avec notamment la présence du directeur de la CIA, du secrétaire à la Défense, du secrétaire d'État, de sa chef de cabinet Susie Wiles, qui, on le sait, est très pressée de voir cette guerre se terminer. Selon des sources bien informées, donc, il a été briefé sur l'état des négociations et les différents scénarios si ces négociations échouent. Selon une source proche de Donald Trump citée par Axios, eh bien, le président serait plutôt enclin à frapper
frapper s'il n'y a pas de véritable percée dans les négociations, mais toujours selon Axios, il n'aurait pas encore pris sa décision. Ce n'est pas la première fois qu'on a l'impression qu'il est très proche de frapper et puis il recule. D'ailleurs, ce lundi, il a annoncé le report d'une frappe qui était prévue ce mardi, mais certains imaginent peut-être une dernière frappe décisive avant que Donald Trump puisse crier victoire et tenter de sortir de cette guerre. D'ailleurs, il crie déjà un petit peu victoire puisque dans le rassemblement qu'il est en train de tenir à New York, il a déclaré « Nous avons stoppé l'Iran. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire ». Merci beaucoup Sonia Dridi, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes bien sûr en direct de Washington dans le bureau réservé à la presse. Samantha. Non, ce qui est absolument étonnant quand on écoute Donald Trump, il dit les dirigeants sont tous partis. Donc, si vous voulez, il y a quelques jours, il dit... c'est son optimisme légendaire. Non, mais c'est même pas d'optimisme. Il faut qu'on arrête d'être si gentil avec lui. C'est un mensonge pur et simple. Les dirigeants ne sont pas partis. Ils ne contrôlent pas le détroit d'Ormuz. Il dit qu'on le contrôle. Il ne le contrôle pas. Et puis, sur cette histoire de frappe, le New York Times a sorti un article il y a 2 jours dans lequel il recense tout ce que Trump a dit depuis le début de la guerre. Ils mettent les phrases les unes après les autres. Nous avons... oui, ces phrases, c'est tout et leur contraire. Non, ça, bien évidemment. Mais ça, c'est beaucoup de travail. Mais c'est très important. C'est très important. Nous sommes là depuis des mois à dire il va frapper demain. Certes, Samantha, mais il dirige les États-Unis. Il dirige les États-Unis et c'est ça le problème. La première puissance militaire au monde. C'est ça le problème du monde dans lequel nous vivons. Ah oui, mais c'est un fait, c'est Donald Trump qui dirige les États-Unis. Qui n'a aucune parole, parce qu'il pourrait en effet frapper demain. Il ne pourrait ne pas frapper demain. Personne au monde n'est capable de dire aujourd'hui ce que Trump va faire. On peut spéculer. En tout cas, il n'est pas question de se spéculer. Essayons de nous en tenir aux faits. Et les faits, ce sont cette armada militaire qui est bien présente sur zone au Moyen-Orient, et notamment ces avions de chasse. Vous les voyez d'ailleurs, c'est quels avions de chasse, Michel Goyard ? Là, c'est un F-35C. D'accord, qui sont sur le Lincoln. Donc ça, ce sont des photos qui sont communiquées par le CENTCOM américain, qui ont été diffusées aujourd'hui. Il y a aussi des avions de combat rapprochés qui se font ravitailler. C'est cela. Et c'est à 10 qui se font ravitailler en vol. Stéphane Goldin, c'est comme ça que ça se passe. D'ailleurs, j'aime toujours voir ces images d'avions ravitaillés en vol, mais on a l'impression, et ces avions ravitailleurs sont sur l'aéroport de Ben Gourion pour la plupart, donc tout est en place pour pouvoir être utilisé en un instant, en fait. Oui. Tout est en place. Alors c'est vrai que ce sont de très belles images et de voir un avion se faire ravitailler en vol, c'est toujours très très beau. Mais c'est vrai que on a vu, d'ailleurs, on était ensemble la semaine dernière quand on a parlé des avions ravitailleurs qui étaient étaient en partie à Ben Gourion, on est aussi sur l'aéroport d'Eilat, et aussi du côté jordanien d'ailleurs. Et donc on voit très bien que tout est prêt dans le fond maintenant pour attendre un feu vert et d'enclencher une riposte en tant qu'un, non pas une riposte, mais en tout cas une nouvelle attaque. Quel type d'attaque ? C'est toute la question qu'il va falloir que l'on se pose maintenant. Est-ce que l'on va vers une attaque classique comme ça s'est passé depuis le 28 février dernier ? Une attaque qui apporterait une victoire décisive. Qu'est-ce que ça serait pour vous, Stéphane Goldin ? À mon avis, je pense qu'il va falloir changer littéralement de tactique. Je pense qu'on est sur une tactique qui a pas montré concrètement ses preuves, parce qu'on le veuille ou non. La seule chose où Trump a raison, c'est vrai que l'armée de l'air iranienne est réduite à néant, mais par contre, il leur reste énormément de drones et de missiles balistiques. Donc, que faut-il faire ? Par contre, oui, je pense qu'il va falloir changer de tactique. Je pense qu'il va falloir mener, grâce aux renseignements, des opérations très ponctuelles au sol, avec des allers et retours, avec des forces commando, évidemment très sécurisées, pas plus que 15-20 hommes qui rentrent, qui ressortent. Sur quel genre de cible ? Sur des sites, que ce soit des sites qui sont liés aux gardiens de la Révolution, à la question nucléaire, mais avec énormément de guillemets, parce que c'est des endroits qui sont hyper gardés. Sur les questions des missiles balistiques, parce qu'il y a des zones où on ne peut pas atteindre avec des hélicoptères Apache ou avec des avions de chasse, et aussi pour montrer au territoire, aux Iraniens... Je vous redonne la parole, on écoute Donald Trump. La terreur dans le monde, l'Iran ne puisse créer des problèmes et que l'Iran ne puisse jamais se doter de l'arme nucléaire. Et ils le savent.
Et l'Amérique, une fois de plus, gagne. L'Amérique est respectée à nouveau, comme peut-être jamais avant. Mais nous avons, comme juste commencé avec notre majorité républicaine au Congrès, et nous allons imposer de nouvelles pénalités pour les dangers, pour les personnes qui commettent de nouveaux crimes. Et nous allons donc également nous attaquer aux juges qui ne sont pas bons pour notre pays, qui sont une disgrâce pour notre pays. Et nous allons donc œuvrer dans ce sens. Et c'est là que tout doit commencer. Et nous allons adopter ce que nous appelons le Great Healthcare Plan, le grand plan de santé pour arrêter. Donc, comme vous venez d'entendre Donald Trump, qui continue de parler dans l'État de New York devant ce collège de Rockland Community, le mot important, c'est l'Amérique sera respectée à nouveau, Vincent Crouzet. C'est cela que martèle Donald Trump. Il a bien sûr évoqué l'arme nucléaire et le fait que il empêcherait, bien sûr, que les États-Unis d'Amérique empêcheraient la République islamique d'Iran de s'en doter. Mais ce qui compte, c'est que l'Amérique soit respectée à nouveau. Peut-être est-ce pour que l'Amérique soit respectée à nouveau qu'il frappera ce soir ou dans les prochaines heures. Oui, et ça me permet de rebondir justement sur le principe des opérations combinées qui était évoqué par Stéphane Goldin. Par Stéphane. Ça a tout de même une limite, c'est la doctrine d'engagement de l'armée américaine. Quand on a vu l'usine à gaz, quand on a vu le problème de la récupération des 2 pilotes et le traumatisme que ça a créé au sein de l'administration MAGA, qui a conduit d'ailleurs au cessez-le-feu du 7 avril, 3 jours après. Ça a été d'ailleurs pour Israël une très mauvaise nouvelle, cette histoire de la perte du F-15 et donc l'opération des 2 pilotes. Quand on voit l'usine à gaz qui a été montée pour récupérer 2 pilotes, et donc les Américains qui répugnent à engager physiquement des forces spéciales sur le terrain, je pense que malheureusement ils ne partageront pas le fardeau et ce seront les Israéliens qui se colleront ces opérations de forces spéciales sur le terrain. Oui. Vous êtes d'accord, Stéphane Goldin ? Oui, assez d'accord en partie, parce qu'il faut comprendre que si cette trêve a permis... Donc le boulot le plus dur, c'est les Israéliens qui vont le faire. C'est très probable que ça se fasse comme ça. Il faut comprendre aussi que cette trêve a permis aussi d'accumuler énormément de renseignements. Du renseignement du côté probablement israélien, du côté américain, pour justement peut-être amener ces forces spéciales sur des sites bien précis pour déstabiliser le régime iranien. Mais il y a une autre arme dont personne pour le moment sur lequel s'est penché. C'est la question du peuple iranien. Parce que le peuple iranien peut devenir une arme. Or, pour le moment, le peuple iranien se cache, a peur, n'ose pas. Et dans le fond, il y a eu quand même 42 heures, il est sous la pression, il est sous la peur, mais à un moment donné, il va falloir... Mais enfin, personne n'a envie de vivre sous les bombes. Ça, petite nuance, ça, ça c'est une certitude. J'aimerais terminer. Vivre sous les bombes, ça n'est pas agréable pour quiconque, peuple iranien ou autre. Personne ne veut vivre sous les bombes. Mais par contre, c'est une arme qui, à un moment donné, il va falloir réactiver, tout doucement, avec justement peut-être après réactiver, je ne comprends pas ce que vous dites. Elle n'a pas vraiment été activée, ça n'a pas marché. Elles n'ont pas marché parce qu'elles ont eu peur et parce que ça n'a pas été suivi des faits. Et comme le disait tout à l'heure Michel Goya, si il y avait une intervention qui s'était faite au mois de janvier dernier, au moment où la population était dans la rue, peut-être que là, la donne aurait été différente. On refait le monde. Ici, on parle de choses concrètes. N'oublions simplement pas une chose, c'est que dans le plan initial qui avait été mis sur la table de Trump et de Netanyahou. Elle devait se faire en 3 phases. La première phase avec des frappes massives, la deuxième phase avec des frappes sur les sites économiques, je dirais. Et il y avait une 3e phase qui était plutôt liée au monde du renseignement qui aidait la population à se ressoulever. Or, pour le moment, on n'en est pas encore là. Oui, enfin, on n'en est pas encore là. C'est sûrement ce qui est en train de se passer pendant la trêve, etc. Enfin, les services de renseignement, j'allais dire, n'ont que ça à faire. Mais c'est leur travail. Stéphane, le problème avec ça, c'est que pour que le peuple se soulève, il faut qu'il soit armé. Aujourd'hui, en Iran, le monopole de la violence reste aux mains du gouvernement, que ce soit les gardiens de la révolution, que ce soit l'armée. Non, mais c'est pas les gardiens de la révolution qui vont armer le peuple. Mais non, justement, qui va armer le peuple ? Il y a d'autres façons d'armer le peuple. Et la deuxième chose que j'avais dire qui m'est sortie, Israël qui va s'en prendre aussi, on va dire, en plein la figure, les représailles iraniennes de nouvelles frappes. Juste un chiffre qui est sorti par le Daily Telegraph, un journal britannique extrêmement bien renseigné, que les USA
ont dépensé la moitié de leur stock de THAAD, donc de missiles intercepteurs. De missiles intercepteurs pour protéger Israël lors du début de cette guerre. La moitié. On va y venir à ça, américains. Oui. Vous faites bien de le dire, mais on va y venir. Alexandre Melnik. Je voudrais revenir sur la phrase prononcée par Donald Trump que vous avez citée, Anne. Il a dit qu'il faut que l'Amérique soit respectée. Oui. Et je crois que cette phrase, il faut la mettre dans le contexte de sa visite en Chine. C'est-à-dire, elle est revenue là-bas perturbée. Parce que Xi Jinping lui a tenu tête, et non seulement tenu tête, elle a démontré que la puissance n'est pas forcément du côté des États-Unis. Donc, elle est revenue là-bas ébranlée. Donc, ça le travaille. Ça le travaille. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il frappe quelque part pour montrer que les États-Unis existent, que les États-Unis continuent de dominer le monde, etc. Donc, il va y avoir des frappes. En tout cas, ça continue à se préparer. Les A-10 se font ravitailler. Les F-18 Hornet, qui sont des avions de chasse de la marine, sont en préparation. Voilà. D'ailleurs, Michel Goya, ça c'est un F-18 Hornet avec une munition là, on va la voir de plus près. De quoi s'agit-il exactement ? Voilà. Parce qu'ils ont l'air d'être lourdement armés, ces F-18. Là, j'avoue mon incompétence. Vincent. Ce que je peux dire, c'est que c'est l'avion de Tom Cruise dans Top Gun. Dans Maverick. Dans Maverick, bon d'accord. Non, mais là, on voit simplement sous les F-18 la mise en place de missiles qui vont, qui sont prêts à être tirés. Ce sont des missiles qui sont mis sous les ailes et dans quel différentes... missile, je sais pas, de quel il s'agit. Non, mais après, vous savez, sur un navire de guerre, sur un porte-avions, n'importe quel bâtiment, on se prépare en permanence. En fait, c'est une machine qui tourne en permanence. Donc, oui, on n'est jamais en train de rien faire, ça évidemment. Voilà, donc on s'entraîne en permanence. Et donc c'est pas le signe d'une préparation particulière. Voilà, c'est alors ce qu'on montre les images, c'est aussi pour montrer justement attention, on est prêt, on y va. Et pour ça, c'est aussi pour faire peur, à la fois pour faire peur aux Iraniens et peut-être aussi message interne aux États-Unis, dire voilà, regardez, on est prêt, on a des bons soldats, on est prêt à le faire, on est puissant, etc. Mais en réalité, on fait ça tout le temps, quoi. Ce sont des avions qui sont constamment réarmés automatiquement. Les F-18, les A-10, enfin tout le monde. Oui, non, bien sûr. Et il y a même des B-1, le B-1 qui est un avion qui est en opération de maintenance aux États-Unis, celui-là. Alors c'est un bombardier, vous avez 3 types de bombardiers, vraiment de gros bombardiers, les B-52, les B2 et les B1. Le B1, c'est un avion supersonique, c'est un bombardier supersonique. Il y en a relativement peu, c'est un modèle un petit peu raté, mais quand même, quoi. Donc c'est quand même assez balèze. Voilà, ces B1, ils sont essentiellement ceux qui frappent en Iran, sont les B1, les B-52, ils sont essentiellement basés au Royaume-Uni. Alors, tout de même, le coût de cette opération qui a déjà eu lieu, l'opération qui est actuellement en pause, si je puis dire, à un mois de guerre, grâce à cette trêve, eh bien, on en connaît un peu plus sur l'ampleur de l'opération et de ses pertes. Vous le voyez, 42 avions ont été détruits ou endommagés pour un coût de 2,6 milliards de dollars. Ça, c'est pour la première fois qu'une source gouvernementale américaine quantifie ces pertes. Donc c'est une information que nous voulions vous donner. Et dans ces 42 avions détruits, il y a 24 drones, MQ-9 Reaper, 7 avions ravitailleurs KC-135, on vous en a beaucoup parlé sur le plateau, un AWACS, un avion AWACS et plusieurs types d'avions de chasse. Les 7 avions ravitailleurs, c'est 2% tout de même de la flotte totale, Michel Goya. Oui, alors ça c'est pour beaucoup. Alors globalement, en réalité, c'est pas si important que ça. Et puis même en c'est des pertes acceptables. Oui, pour l'armée américaine, il faut la comparer, quand on parle d'une campagne aérienne, il faut le comparer au nombre de sorties aériennes. D'accord. Et donc c'est une campagne qui est massive, et il y a eu de mémoire entre Israéliens et Américains que 23 000 sorties aériennes. Donc 23 000 sorties aériennes, et vous avez des pertes comme ça, dont la plupart en réalité sont des accidents. C'est des tirs fratricides, c'est des accidents. Ah, pas tous, là quand même, les Iraniens ont le drone Reaper, ils l'ont eu. Oui, mais le drone Reaper, bon, ok, mais c'est des drones, je veux dire, c'est beaucoup moins grave qu'un avion piloté, quoi. C'est beaucoup moins coûteux. Accessoirement, quand on parle des coûts des matériels, tous ces matériels, tous ces avions, ils ont déjà été payés
si vous voulez, c'est le coût du remplacement qui est important. Quand vous avez des avions A-10 qui ne seront pas remplacés, par exemple, qui soient détruits, finalement, ça coûte pas plus cher aux contribuables américains. Il ne sera pas remplacé de toute façon. Voilà, mais globalement, alors c'est en valeur absolue, ça fait évidemment beaucoup d'argent. Si on fait le total du coût de cette guerre par rapport au nombre de soldats qui ont été engagés, ça fait quelque chose comme du $20 000 pour chaque soldat américain par jour. Oui. C'est à peu près 10 fois plus que au moment de l'engagement en Irak. Mais justement, on vous a beaucoup parlé de ce... Bon, vous dites le drone Reaper, c'est moins important, mais quand même, attardons-nous un instant sur l'importance de ce drone Reaper. C'est moins grave. Oui, moins grave. C'est un avion sans pilote, effectivement. Mais 9 d'entre eux ont été perdus lors de ces 40 jours de guerre contre l'Iran. Donc c'est quand même beaucoup. Je rappelle que l'armée américaine envisage toujours de les retirer du service dans les années à venir, et qu'il y a un débat donc aux États-Unis sur l'utilité de continuer à les utiliser au vu de leur coût. Mais du point de vue de chef d'état-major américain, il n'y a aucun doute, leur présence est capitale. On l'écoute parce qu'il était devant la commission des forces armées de la Chambre des représentants hier. Je suis un fervent partisan des drones. Pour l'opération Epic Fury, l'élément le plus précieux était le drone Reaper MQ-9. Nous avons mené de très nombreuses frappes. Je ne souhaite pas en préciser le nombre, car c'est une information secrète. Mais aucun autre engin ne se rapproche, ne serait-ce qu'un peu des résultats du drone MQ-9. Ils sont très utiles et aucun homme n'est mis en danger. Oui. Le drone Reaper, le héros méconnu de ce conflit, Stéphane Goldin ? C'est tout simplement une nouvelle forme de guerre. C'est l'évolution de la guerre que nous allons C'est surtout parce qu'il n'y a pas de pilote. Dans les années à venir, parce qu'il y aura bientôt des avions sans pilote. Et dans le résultat, dans le fond, qui est positif dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucun pilote qui a été abattu. Tué. Il n'y a aucun pilote qui a été pris, il n'y a aucun pilote qui a été abattu. Et quand on regarde depuis le temps que dure cette guerre, ce n'est pas un exploit compte tenu de la supériorité aérienne des États-Unis, mais c'est quand même aussi un fait qu'il faut montrer. Alors c'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une nouvelle guerre, une guerre du 21e siècle, une guerre ultra technologique, et demain c'est vrai qu'il y aura de moins en moins d'avions de chasse, il y aura de plus en plus de drones avec une perfection qui augmentera et qui permettra de remplacer ces avions. J'aimerais savoir quelque chose, Michel. Puisque ces drones sont sans pilote, est-ce que justement ils patrouillent dans des zones de menace plus fortes que si c'était des avions avec pilote ? Qu'est-ce qu'on fait de différent dans la guerre avec des drones ? Alors, il y a évidemment maintenant il y a plein de modèles de drones, mais ça c'est ce qu'on appelle un drone mâle. C'est-à-dire normalement, il faut me répondre vous avez une bonne vue. Mais moi, je réponds jamais ce qu'il faut. Vous savez, vous connaissez Michel. Non, mâle, ça veut dire moyenne altitude, longue endurance. Longue endurance. Ok, oui, c'est un acronyme qui veut dire ça. De façon, vous avez aussi les HAL, donc haute altitude, les global haut, qui vont beaucoup plus longs, qui vont très longtemps, qui peuvent rester des jours et des jours en observation. Celui-là, c'est le niveau qui va un peu en dessous. Et ses particularités, c'est qu'il sert à la fois à faire de l'observation. Il peut monter, je ne sais plus, il fait jusqu'à 15 000 mètres. Mais Michel, comparé aux avions pilotés, par exemple, nous Français. Comparé aux avions pilotés, ces drones Reaper, là, les MQ-9, est-ce qu'ils patrouillent dans les mêmes... À quelle fréquence ? Est-ce qu'ils patrouillent à la même fréquence que des avions pilotés dans des zones de menace ? C'est pas le même emploi, ça c'est quelque chose qui va lentement, qui reste... Son but, c'est d'être persistant, on appelle, sur une zone, de surveiller et d'être capable de la frapper. Nous, on a commencé à les utiliser au Sahel, pendant l'opération Barkhane, et ça a changé complètement les choses. C'est-à-dire quand vous voyez ce que voit un Reaper, je peux vous assurer que c'est quand même assez extraordinaire, c'est qu'il est capable de faire et de frapper. Maintenant, au Sahel, il n'y avait pas d'opposition, il ne pouvait pas être abattu. Dans un ciel iranien, même si les défenses aériennes ont été quand même très largement endommagées, ça reste quand même très vulnérable face à une défense aérienne qui est un petit peu, ça va trop lentement, c'est pas furtif, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des pertes relativement importantes, mais malgré tout, ça reste très efficace et ça reste en tout cas très utile. Oui, la grande qualité du Reaper, c'est sa capacité d'emport, près de 1700 kilos de munitions. Il est capable donc d'engager une journée en l'air, des attaques air-sol avec des missiles à Hellfire, avec des bombes guidées au laser, et ça c'est son très grand avantage. Il est capable finalement de faire le travail d'un chasseur bombardier, mais effectivement sans risquer d'engager un pilote. Nous venons de l'apprendre, une source militaire iranienne, donc
officiel a déclaré que les forces armées iraniennes sont prêtes avec de nouveaux plans militaires si les États-Unis ou leurs alliés entreprennent une action hostile. Et cette source a averti que cette attaque déclencherait ce que les Iraniens appellent une troisième phase plus avancée de la réponse de l'Iran, qui impliquerait de nouvelles armes tactiques et des opérations régionales plus étendues. D'ailleurs, des véhicules blindés ont été vus déployés dans les rues de Téhéran. Vous voyez cette image, et également à Kermanshah hier et ce matin. Les Iraniens ont, on peut le dire, le doigt sur la gâchette. C'est eux-mêmes qui le disent, puisque l'imam Khatib de Téhéran a dit ceci: les ennemis feront cette fois l'expérience de missiles nouveaux qu'ils n'avaient pas imaginés. Israël sera à bout de souffle, nous allons commenter cela, et il continue en disant: en cas d'escalade des affrontements, une guerre extra-régionale va se produire. En plus du détroit d'Ormuz, Bab el-Mandeb sera aussi fermé. Alors d'abord, Sophia Amara, j'aimerais dire deux mots sur ce personnage, cet homme qui est l'imam Khatib de Téhéran. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est celui, en arabe littéralement, celui qui se tient debout devant, donc celui qui dirige la prière du vendredi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est donc à ce moment-là que cet imam a dit cela. Il monte en chair pour prononcer le sermon officiel. Il a en Iran une fonction d'état de premier plan, c'est-à-dire c'est un homme politique. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est l'homme qui conduit la prière. Et aujourd'hui, nous sommes vendredi. En plus, il y a le monde arabo-musulman est en période de pèlerinage à la Mecque. Et pour les chiites, c'est la période aussi de Muharram, qui est la période durant laquelle, pendant 10 jours, ils pleurent ou commémorent, entre guillemets, le martyr, ou en tout cas le martyr pour eux, de l'imam Hussein, qui fut... Avec des scènes d'autoflagellation, etc. Exactement, d'autoflagellation, personnage qui sert dans le monde chiite à justifier les souffrances de tous les hommes, parce que si l'imam Hussein a souffert, eh bien ça veut dire que les autres peuvent souffrir, puisque ce saint homme a subi tout ce qu'il a subi, un peu comme le Christ, comment dirais-je, a été crucifié pour sauver les hommes. Eh bien, l'imam Hussein s'est laissé emporter. Mais donc c'est pas seulement un discours religieux auquel on a eu droit aujourd'hui, c'est un discours politique. Politique et militaire. Donc on y revient. D'abord de nouveaux missiles. Oui, de nouveaux missiles. Il a promis de nouveaux missiles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il parle d'une nouvelle stratégie. Ce qu'on se demande tous aujourd'hui, c'est est-ce que Trump a une nouvelle stratégie? Les Iraniens se disent, eux, qu'ils en ont une. Les Iraniens en ont une, mais ils n'en apportent aucune preuve. Il parle de nouveaux missiles, à voir si c'est vrai ou pas. En tout cas, ce que l'on sait, si l'on en croit les dernières révélations de CNN qui rapportaient des sources des services de renseignement américains, eh bien, quelques 70% des capacités balistiques de l'Iran seraient intactes, et je parle au conditionnel. Stéphane Goldin, il a également ajouté qu'Israël sera à bout de souffle. Oui, pas de surprise, parce qu'il y a eu une information qui a émané des services de renseignement israéliens cet après-midi envers les services de l'armée israélienne pour préparer Israël à remonter son niveau d'alerte, compte tenu que ces services de renseignement disaient qu'il pourrait y avoir une coup surprise de l'Iran, une attaque surprise de l'Iran, et que l'Iran pourrait taper les premiers et pour prendre la main. Et donc Israël actuellement est, depuis en tout cas le début de l'après-midi, à remonter son niveau de mobilisation à tout niveau, au niveau de l'armée, mais aussi au niveau de ses civils. C'est-à-dire que Israël et la République islamique d'Iran craignent chacune que l'autre soit sur le point de lancer une attaque surprise sur son territoire. Oui, exactement. L'information est passée dans le courant de l'après-midi, et elles émanent des services de renseignement israéliens qui ont prévenu donc les services de l'armée, et tout le monde est actuellement de se préparer, parce que tout le monde en tout cas en Israël, à la possibilité d'un coup des Iraniens, où les Iraniens pourraient attaquer en premier, avant justement que les Américains ou les Israéliens puissent intervenir sur le territoire de la République islamique. Mais Stéphane, ça peut pas être de l'enfumage aussi des services de renseignement israéliens pour forcer la main des Américains? J'en arrive exactement à ce que je pensais aussi. Il y a énormément de désinformation dans cette affaire, il y a énormément de jeux avec les peurs, et c'est vrai que ce ne serait pas... ça pourrait être très possible que ça soit aussi une opération d'enfumage, pour dire clairement les choses, pour pousser les Américains
à frapper les premiers, avec les Israéliens qui seraient évidemment à épauler les Américains dans cette affaire. Bon. Mais tout est possible. Tout est possible. Dernière partie du message de cet imam. En plus du détroit d'Ormuz, Vincent Crouzet, il a dit Bab el-Mandeb sera aussi fermé. Donc c'est-à-dire que les Iraniens sont en train de dire qu'ils n'auraient aucun problème à passer, à aller au-delà de la région pour pouvoir bloquer, puisqu'ils se sont rendus compte de leur efficacité sur Ormuz. Ils pensent que la menace serait encore plus forte sur cet autre détroit en mer Rouge. Depuis le 28 février, les Houthis sont extrêmement calmes et n'ont pas bougé un orteil sur la zone. En plus de l'armada américaine, il y a aussi l'armada européenne, donc de la coalition avec le Charles de Gaulle et son groupe aéronaval. Mais je pense que quand Ali Harbari parle d'externaliser le conflit et de l'exporter, je pense aussi à ce dont parlait Stéphane tout à l'heure, c'est-à-dire l'ouverture de la Coupe du Monde de football le 11 juin, qui a vraiment créé une vraie vulnérabilité pour les États-Unis. Le moindre attentat dans les premières heures, ou tentative d'attentat dans les premières heures de la Coupe du Monde, serait absolument désastreux pour les États-Unis. Et puis aussi, dans le communiqué sur l'agence Tasnim, il parle de frapper de façon nouvelle et spéciale. Et moi, je pense toujours aux cyberattaques, parce que les Iraniens sont très forts en cyber. Vous imaginez une cyberattaque sur le cloud ou sur n'importe quel gros serveur de données américain, sur Google, sur n'importe quoi, sur Microsoft. On a vu déjà les dégâts que ça peut faire. Rien que si ça dure 1 heure ou 2, ça peut paralyser le monde. Et là, on pense à des attaques de missiles, mais la vraie attaque qui nous paralyserait tous serait une grosse cyberattaque. Sans parler des câbles qui sont dans le détroit d'Ormuz. En tout cas, nous venons de voir les véhicules blindés qui étaient placés en certains endroits clés de Kermanshah, une grande ville iranienne, et de Téhéran. Mais il y a également dans les rues de Téhéran, depuis quelques jours, ce n'est pas la première fois, mais cela s'intensifie, des cours, tout simplement, dans la rue. On manie de maniement d'armes enseignées à des civils dans les rues de Téhéran, Sophia. Oui, des cours avec des AK-47 qui seront dispensés. Cette femme qui essaye d'apprendre. Exactement, à des femmes, à des enfants, sur des plateaux télé où l'on... Voilà, alors la semaine dernière, on y avait eu droit sur des plateaux télé à l'intérieur, où d'ailleurs quand même le présentateur n'hésitait pas à tirer sur un drapeau des Émirats Arabes Unis. Exactement. Mais là, ça s'est déplacé dans la rue. Exactement, avec... Ça rappelle un peu le comportement de l'État islamique d'ailleurs, même s'ils n'ont rien à voir et qu'ils ont été ennemis, et qu'ils se sont combattus sur le territoire syrien notamment. Eh bien, c'est ça que cela rappelle. Après, c'est là encore pour reprendre... Oui, dans cette volonté d'armer tout le monde et de faire en sorte que tout le monde... Et que toute la société et finalement de dire que si jamais vous devez tuer les Iraniens ou les responsables, il faut nous tuer jusqu'au dernier. Oui. C'est ça le message que ça renvoie. Alors, Vincent, puis Alexandre. Armer tout le monde en Iran, ce serait à mon avis la meilleure des solutions pour faire tomber le régime. C'est peut-être pas une mauvaise idée. On parlait d'armes pour ceux qui veulent se révolter, ça serait la meilleure des solutions. Oui. Alors si c'est les gardiens de la révolution qui sont en train d'armer la population pour faire le travail que doivent faire les services de renseignement israéliens, mais pardon, ça devient un peu... Tout peut arriver dans ce monde-là, mais je vais vous dire quelque chose qui est intéressant. La dernière fois, on avait vu des AK-47 qui étaient d'origine russe. Là, on voit un AK-47 d'origine chinoise, d'ailleurs, avec une crosse en fer. Un AK-56, d'ailleurs, je crois. Non, on appelle le AK-47, mais avec une crosse chinoise. Ce qui est intéressant, c'est quand même la volonté de vouloir mettre tout le peuple autour de soi et se dire nous allons combattre, nous sommes une armée du peuple. Et il est là le message. Mais faisons attention parce qu'on a parlé d'enfumage et on voit qu'il y a cette guerre qui est sur le terrain, mais où il y a aussi une guerre de l'enfumage qui est extraordinaire. Parce qu'on a connu ça il y a quelques jours avec Ahmadinejad. C'était l'ancien président iranien. Extraordinaire. Le New York Times dit que leurs sources sont totalement fiables. Mais ça peut être aussi de l'enfumage. On voit on voit qu'il y a franchement des volontés de vouloir éviter la guerre avec énormément d'enfumage.
Si vous nous rejoignez, l'information ce soir, c'est cette réunion qui a été convoquée par Donald Trump ce matin même aux États-Unis, dans son bureau, alors tout le monde pensait qu'il était encore en train de donner une chance aux négociations. Et de facto, les négociations sont encore théoriquement en cours. Mais ce matin, aux États-Unis, à l'intérieur de la salle, il y avait autour de Donald Trump le vice-président J.D. Vance, le secrétaire à la défense Pete Hegseth, le directeur de la CIA John Ratcliffe, sa chef de cabinet Susie Wiles, la seule femme dans la salle, et le secrétaire Marco Rubio n'était pas là puisqu'il était en Europe. Qu'a-t-il été dit ? Il a été dit que Donald Trump envisageait sérieusement des frappes parce que justement il était de plus en plus frustré de la tournure que prenaient ces négociations qui sont selon lui dans l'impasse, et il lui prendrait sans doute l'envie, le besoin, la nécessité, en tout cas le choix, la décision de frapper de façon décisive, d'une façon différente de ce qu'il a été possible de faire jusqu'à présent, afin de pouvoir déclarer victoire. Samantha. Donald Trump déclarera victoire si il décide qu'il n'en peut plus. Il ne va jamais accepter. On est peut-être arrivé à ce moment-là. Il ne va pas accepter d'avoir eu une défaite. Le problème qui reste, c'est celui du détroit d'Ormuz. Il ne peut pas dire qu'il a réussi tous ses buts de guerre si le détroit d'Ormuz reste sous contrôle iranien. Donc il est vraiment dans une impasse terrible. Et moi je rejoins un petit peu tout ce qui était dit sur ce plateau. Moi j'ai été profondément contre le début de cette guerre. Mais c'est un peu comme les antibiotiques. Excusez-moi d'utiliser des analogies médicales, mais une fois qu'on commence à prendre des antibiotiques, il faut les prendre jusqu'au bout. Sinon, bien le microbe se multiplie et devient totalement invincible. Et c'est un petit peu vers ça qu'on va en Iran, à moins d'aller carrément avec l'arsenal que personne ne mentionne. Un mot, Alexandre Melnik, avant d'arriver aux crypto-monnaies. Samantha parlait des antibiotiques, je parlerai des rustines qu'on met d'ailleurs sur les pneus crevés. Eh bien, donc, c'est-à-dire, on ne va pas jamais au fond de la problématique, on ne règle jamais rien finalement, et on repousse les échéances. Mais ce que je voulais dire aussi sur la militarisation des consciences, le sujet qui a été évoqué, et quand on a montré les images assez frappantes, spectaculaires, dans la rue, les gens qui manient des armes, etc. Mais il faut quand même préciser, c'est un grand classique de tous les régimes dictatoriaux. C'est exactement ce qui se passe en Russie actuellement. Donc, c'est-à-dire la militarisation des consciences et des esprits pour montrer que toute la nation est derrière et pour booster, alimenter cette ferveur, qu'elle soit réelle, qu'elle soit effective, ferveur patriotique. La capacité de résistance du régime iranien en a étonné plus d'un. On apprend aujourd'hui qu'alors que la République islamique se préparait à un conflit majeur avec les États-Unis, parce qu'elle était justement en train de se préparer, eh bien des milliards de dollars, je dis bien des milliards de dollars en crypto-monnaie transitaient, et ont transité jusqu'à très récemment, sur la plus grande plateforme d'échange au monde, Binance, pour financer le régime iranien et les gardiens de la révolution. Donc cette plateforme, effectivement, s'appelle Binance. Elle a été lancée en 2017 et c'est la plus utilisée par les Iraniens. Pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé, nous sommes en duplex et je vous remercie d'avoir été patient avec Damien Bancal. Damien Bancal, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé cybersécurité. Expliquez-nous de façon assez simple, parce que j'avoue que c'est un sujet ardu. En tout cas, moi, personnellement, je n'y comprends rien. Donc, j'espère que vous allez m'aider à comprendre. Comment est-il possible que Binance, cette plateforme, a été utilisée comme artère financière des gardiens de la révolution ? Il faut savoir que Binance, ou Binance, on choisit un petit peu comment on veut le dire, toujours est-il que c'est un outil qui permet de faire transiter de l'argent par la crypto-monnaie. Vous savez, c'est ces monnaies numériques qui permettent plus ou moins de se passer des banques. Il faut savoir que l'Iran est passé, il y a maintenant quelques années, par un Chinois de 78 ans qui passait et transitait des centaines de millions de dollars via une petite entreprise qui travaille avec Binance pour tout ce qui va être, on va dire, entre guillemets, le contrôle qualité. L'argent est passé par ce biais-là et pourtant il y avait déjà eu des alertes. Il y a 2 ans, il y avait déjà eu des articles et des alertes en indiquant que c'est très bizarre, mais faut-il le rappeler, le département de la justice américaine avait interdit certaines entreprises
entreprises de travailler justement avec l'Iran, et ils ont réussi à trouver ce petit grain de sable qui a permis de faire passer, effectivement, comme vous le disiez, plusieurs centaines de millions de dollars par cette crypto-monnaie qui a permis de faire vivre en tout cas les gardiens de la liberté, ça c'est sûr. Oui. Mais dites-moi, Damien Bancal, donc si ce fondateur de Binance, il avait été quand même gracié par Donald Trump en octobre 25, après avoir plaidé coupable en 23 et après avoir passé 4 mois en prison, payé une amende record de 4,3 milliards de dollars. Et je souligne qu'il avait été soutien de l'entreprise de crypto-monnaie de la famille Trump. Bon, et en dépit de tout cela, Binance a contourné les sanctions américaines. Oui, alors je pense qu'on peut aussi se dire qu'ils ont été eux-mêmes piégés par leur système. Vous avez une petite entreprise dans un coin du côté de Shanghai et de Hong Kong qui permet de faire transiter de l'argent, et c'est pour ça que d'ailleurs Binance avait mis plus de 1500 enquêteurs sur le sujet, que le département de la justice américaine aussi avait travaillé sur le sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont été effectivement condamnés en 2023, graciés en 2025, que certains des enquêteurs ont été remerciés. Alors, Binance explique qu'ils sont partis de leur plein gré pour des questions personnelles. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'on sait que l'Iran et la crypto-monnaie, c'est véritablement une histoire d'amour. Faut-il le rappeler, c'est 7,8 milliards de dollars d'activité en 2025, uniquement avec la crypto-monnaie. Donc, du coup, et ça reste encore assez facile de pouvoir cacher certaines transactions, même si là, clairement, on parle de centaines de millions de dollars, mais c'est un moyen très clairement de blanchir de l'argent. On le voit avec les pirates informatiques. Vous aviez tout à l'heure une invitée qui en parlait très justement, où les pirates informatiques iraniens sont quand même connus pour ne pas être trop mauvais, et en plus, cette crypto-monnaie permet de faire transiter de l'argent sans être obligé de passer par des banques, parce que c'est interdit pour les banques de faire du business avec justement l'Iran. Merci infiniment, Damien Bancal, d'avoir été avec nous ce soir. On comprend un petit peu mieux ce sujet épineux. On fera de nouveau appel à vous. Merci. Vincent, vous vouliez dire un mot? Une petite précision à apporter, c'est qu'il y a 3 semaines, le département du Trésor américain a pris des décisions importantes concernant des sanctions touchant une centaine de compagnies iraniennes à Dubaï, donc en les frappant avec des mesures de l'OFAC. Ces compagnies ne peuvent plus effectuer la moindre transaction bancaire en dollars dans le monde, et justement le seul moyen pour eux d'effectuer des transactions autour du pétrole, ce sont les crypto-monnaies. L'Iran, les capacités de l'Iran militaire sont effectivement dégradées, mais elles ne sont pas détruites. Or, l'Iran est sans cesse en train d'anticiper de nouvelles frappes, et de nouvelles frappes qu'elle redoute, qu'elles soient fortes et ciblées. Ça va dans le sens de ce qu'est en train de nous dire, sans vraiment le dire, Donald Trump, qui voudrait une victoire, puisqu'il ne l'a toujours pas eu en Iran. Écoutons ce député iranien qui avoue que malgré la guerre, l'Iran ne cesse de produire. Même en temps de guerre, la production de missiles s'est poursuivie sans interruption. Les forces armées travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en 3 équipes pour fabriquer des missiles et des drones. Oui, Sophia Mara, donc ça n'empêche absolument pas les Iraniens de s'être mieux préparés et pendant la guerre, de continuer à fabriquer. Oui, les révélations du CNN ont également évoqué la capacité de l'Iran à fabriquer des drones. Et en parlant avec un expert ce matin qui me disait que le seul moyen, c'était simplement de frapper les centrales électriques, ce qui est évidemment très problématique en matière de droit international. Mais ils sont capables. Et d'ailleurs, au sud Liban, le Hezbollah également produit des drones qui sont en train de mettre à mal Tsahal, qui par ailleurs rase des villages entiers sans raison, mais c'est un autre débat. Cela étant dit, il ne faut pas se laisser prendre par ce genre de déclaration, parce qu'il y a une volonté chez l'Iran aujourd'hui de montrer un maximum de cartes en main
Peut-être parce que les négociations avancent de manière assez importante pour qu'elle ait besoin de toutes ces cartes pour obtenir le meilleur deal possible. Parce que l'art du deal n'est pas le monopole de Donald Trump. Oui. Stéphane Goldin ? Oui, c'est plus que probable, mais ce qui est sûr, c'est que les drones iraniens ont toujours été une industrie très prolifique, puisque la preuve, c'est eux qui fournissaient les Russes pendant quelques années. Donc on sait très bien qu'ils ont des usines souterraines et qu'ils ont continué, et compte tenu de la densité et de la grandeur de ce pays, ils ont des positions où ils peuvent évidemment écarter les zones industrielles. Alors c'est peut-être aussi pour ça, quand tout à l'heure je parlais peut-être d'opérations bien spécifiques, où là on peut rentrer dans des endroits bien précis et se retirer, c'est peut-être ce type d'endroit. Mais au-delà de ça, on a vu aussi que la trêve a permis aussi à l'Iran de se refaire. Ce type d'endroit, j'imagine que vous évoquez le nucléaire. Le nucléaire est effectivement le grand sujet qui fâche, celui qui divise le plus, celui qui montre de façon la plus évidente que les Américains et les Iraniens sont encore loin d'être d'accord. Écoutons Donald Trump qui, il y a quelques instants à peine, évoquait ce sujet devant son public. Je leur avais dit, on vient d'atteindre les 50 000 points au Dow. Et j'ai ajouté, c'est un record le plus haut niveau jamais atteint. Et j'ai dit, désolé de vous faire ça, mais nous allons devoir nous rendre au Moyen-Orient. Ils ont demandé pourquoi. Parce que l'Iran va se doter de l'arme nucléaire si nous ne les en empêchons pas. Et j'ai ajouté, nous allons devoir le faire. Et nous les en avons empêchés. Ils n'auront jamais l'arme nucléaire. C'est ce que vous disiez, Samantha. Il a évoqué le Dow Jones, évidemment. Mais en évoquant le nucléaire, le fait que l'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Dans son Truth Social il y a quelques heures, il a fait un grand tweet en majuscule en disant record je crois du S&P ou du Dow Jones qui n'ont jamais été éteints. Pour revenir au nucléaire, j'ai écouté aussi un podcast du Daily Telegraph qui tous les jours ont un podcast sur la guerre en Iran, qui parlait du fait que les Iraniens seraient potentiellement prêts à proposer, dans les discussions qui ont lieu en ce moment, de diluer l'uranium qu'ils ont sur place. Mais la position américaine est très claire. Aucun enrichissement d'uranium, même pas à 3,5%, ce qui serait nécessaire pour de l'uranium, du nucléaire civil, ne doit être autorisé sur le sol iranien. Les Iraniens disent, nous sommes signataires du traité de non-prolifération. Oui. C'est notre droit d'avoir du nucléaire civil. Alors évidemment, ils ont enrichi jusqu'à 60%, ce qui n'est pas du tout dans un contexte civil, bien sûr. Mais on voit que les deux positions, à ce stade, sont relativement irréconciliables, parce que les Américains aujourd'hui disent aucun enregistrement d'uranium, de quoi que ce soit sur le sol iranien. Donc, ça semble quasiment inévitable. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, quand on n'est pas, c'est bien évidemment ce que craint Donald Trump, c'est qu'il n'arrive absolument à rien et que comme ils n'arriveront à rien, il aura recours à une opération militaire. Voici ce que dit les positions sont de plus en plus tranchées. Il y a quelques heures, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, nos positions, voilà, alors que Donald Trump, vous le voyez à cette image, est en train d'arriver de la base de Safran qui est dans l'État de New York. C'est de cette base qu'il va reprendre son avion pour rentrer à Washington, comme il l'a expliqué tout à l'heure. Je reviens à ce que disait le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères à propos de l'uranium. Nos positions sont clairement définies concernant les questions liées à l'uranium, hautement enrichi en Iran. Si nous essayons d'entrer dans les détails de cette question, ajoute-t-il, nous n'arriverons à aucune conclusion. Michel Goya. Donc, les Iraniens, depuis le départ, refuse que soit questionné, débattu ce thème épineux du nucléaire avant même de commencer de véritables négociations. Donc c'est tout achoppe là. Bien sûr, c'est dans tous les cas de figure, Trump qui vient de monter dans son avion et qui sera très bientôt de retour à Washington. Quelque chose, il faut qu'il ait deux choses, qu'il obtienne à coup sûr quelque chose sur le nucléaire, soit par négociation, soit par la destruction. Il faut quelque chose, il faut que qu'il dise ok, j'ai vraiment éliminé ce problème. C'est trop engagé dans cette affaire, dans ce sens, pour renoncer sans avoir obtenu
au moins la certitude que il y aura plus de programme nucléaire. Accessoirement, dans le discours qu'on a entendu, il a déjà dit qu'il y aura plus de nucléaire pour les temps à venir. Mais bon. Et puis le deuxième aspect, c'est quand même le détroit d'Ormuz. Et ça, c'est l'épine dans le pied. À la limite, il peut dire, ok, on va rebombarder tous les sites nucléaires, on va tout frapper, on va tout casser. Là, vraiment, il y a plus rien. Et puis bon, ok, ça est mission accomplie. Il peut toujours le dire. Détroit d'Ormuz, on le voit, quoi. Voilà, il peut pas dire, le détroit d'Ormuz est libre. Non, on le voit que c'est pas le cas. Donc ça reste l'épine quand même globalement dans son pied, quoi. Je rappelle que le guide suprême Mojtaba Khamenei avait Vincent Crouzet bien dit et répété. Il était hors de question de restituer 440. Le nucléaire restera en Iran. Exactement. Mais de toute façon, la position iranienne n'a jamais bougé d'un iota sur cette affaire. Et l'Iran ne renoncera jamais à son uranium, ni à son droit d'enrichir son uranium, que les choses soient claires. Et donc, c'est là où nous sommes dans une position de blocage. Et comment aller vers une victoire, quelle que soit comment on la nomme, cette victoire, compte tenu de ce blocage. Et d'un point de vue israélien, pour que les choses soient claires, la question nucléaire est un casus belli. D'un point de vue des Américains, aujourd'hui, c'est aussi devenu un casus belli. Et moi, je pense que pour les Américains, ce serait plus facile de déclarer victoire sur le nucléaire en disant on s'en est débarrassé comme ils ont fait l'année dernière, et de repousser le problème à demain en se disant on aura d'autres négociations. Ce qui n'est pas possible de repousser à demain, c'est Hormuz. C'est que le monde entier peut voir si c'est ouvert ou fermé. Et donc, je pense que sur le nucléaire, paradoxalement, ce sera plus facile d'avoir un flou, un bluff, de dire on a réussi quelque chose et puis chacun dira ce qu'il veut. Comme ça, c'est impossible à vérifier. Donc, voilà. Nous venons de l'apprendre, Israël a mené ce soir 5 attaques aériennes dans l'est du Liban, près de la frontière syrienne. Ça a été annoncé par l'agence de presse libanaise officielle. Elles ont eu lieu peu avant minuit heure locale, dans des zones qui étaient relativement épargnées par les frappes israéliennes jusqu'à présent. Stéphane Goldin, est-ce que vous pouvez commenter ? Oui, je sais que d'après les informations qu'on a eues, il y a eu des frappes israéliennes du côté de Tyr, de la ville de Tyr, oui. Et aussi du côté du nord-est, sur la frontière syrienne. C'est suite à différentes attaques qui ont eu lieu tout au long de la journée avec des tirs de missiles et de drones sur le territoire israélien. Donc on est toujours dans ce jeu, c'est pas un jeu malheureusement, dans ces tirs réciproques entre le Hezbollah d'un côté et l'armée israélienne de l'autre. L'armée israélienne avait informé les populations qu'elles allaient intervenir ce soir, ce qu'elle a fait avant de frapper ces cibles. Voilà, on en est là pour le moment et on est toujours dans dans ce combat, parce que concrètement il n'y a pas de cessez-le-feu avec le Hezbollah. Il y a peut-être une volonté de cessez-le-feu avec le gouvernement libanais. Il y a des pourparlers. Est-ce qu'ils vont aboutir, est-ce qu'ils ne vont pas aboutir? La question est de comment aider le gouvernement libanais, parce qu'il n'y a peut-être que les Libanais qui pourront un jour se débarrasser du Hezbollah. C'est un peu comme les Iraniens qui devraient aussi se lever contre le régime des Mollahs. Et donc à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des décisions et surtout des moyens qui soient donnés à cette armée libanaise qui ne peut pas concrètement faire le boulot. Oui, Sophia Marin. Mais le problème, c'est que l'armée libanaise, même si on peut évidemment la montrer du doigt et lui reprocher de ne pas faire son travail, mais de toute façon, elle est aux ordres des politiciens qui, eux, doivent donner l'ordre et qui ne le donnent pas de manière assez claire ou assez forte. Il y a, en sens inverse, ou par ailleurs, un problème, le fameux principe du QMI, c'est-à-dire qu'il est interdit d'armer l'armée libanaise pour qu'elle reste en dessous de la puissance de l'armée israélienne. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. On ne peut pas dire aux Libanais « Oh, vous savez, les Américains, ils n'ont pas réussi à vaincre l'Iran. Mais vous, Libanais, qui êtes à genoux, asphyxiés, pris en otage par le Hezbollah, eh bien, vous allez envoyer votre petite armée qui est sous-armée, qui n'a pas un quart d'avion, qui n'a pas un quart de drone, et aller détruire. » Alors, certes, on pourrait penser que, eh bien, le Hezbollah est une telle plaie
pour les Libanais qu'ils devraient tous se lever, comme un seul homme, et aller manger ce Hezbollah. Ou alors manger les politiciens qui ne donnent pas l'ordre à l'armée. Mais ça ne se produit pas. Mais ça ne se produit parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils ont vécu 17 ans de guerre civile, parce qu'ils n'ont plus de banque, ils n'ont plus de vie normale. Plus rien, et ils sont sous les bombes. Et plus Israël bombe, et plus Israël casse les villages. Aujourd'hui, il y a une étude dans Le Monde, je vous invite à la voir, il y a 45% des villages et Israël est accusé d'urbicide. Urbicide, exactement. Oui, d'urbicide et d'écocide. Oui. Urbicide, ça veut dire de tuer des villes. Il n'y a plus de zone urbaine, il n'y a plus rien. Alors, quand vous avez un danger, vous le bombardez. Mais quand vous descendez dans les villages et que vous dynamitez les écoles, vous dynamitez les maisons, ça veut dire qu'il n'y a plus de dents et vous prenez des selfies. Ça veut dire que vous êtes là pour tout casser et empêcher la vie d'y revenir. Donc là, ils renourrissent le Hezbollah et en fait, ils se complètent, le Hezbollah et Israël. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se nourrissent. Et c'est ce qu'on appelle, même si on se déteste, des alliés objectifs. L'un a besoin de l'autre pour justifier sa présence. Réponse de Stéphane Goldin. Pour aller un moment, même un peu dans le sens... Oui, j'ai l'impression que vous êtes assez d'accord. Oui, il y a parlé hors antenne. On vous écoute, Stéphane. Non, mais simplement, je voudrais dire, d'abord, j'ai horreur des selfies, surtout en temps de guerre, mais ça, c'est vous avez raison. Une parenthèse. Je trouve pas ça que ça soit très... C'est honteux. Peu importe. Au-delà, il faut comprendre qu'il y a aussi dans le sous-sol, et on en a parlé tout à l'heure, des usines de drones, il y a des drones, et donc quelquefois Israël est obligé de bombarder malheureusement sur ces zones-là en profondeur. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir changer les règles. Et c'est vrai que ces négociations qui se passent entre le Liban et Israël doivent changer ces règles et donner tous les moyens à une armée libanaise, c'est-à-dire au gouvernement libanais qui puisse donner ces moyens à cette armée libanaise. Malheureusement, cette armée libanaise est gangrénée depuis 2006, est gangrénée avec une mouvance chiite très forte et qui ne peut pas justement se relever. Et la question est de savoir comment aujourd'hui, donner les moyens à ce gouvernement libanais pour faire, entre guillemets, le ménage, restructurer les choses, redonner une nouvelle vie au Liban. C'est un pays formidable, le Liban, qui pourrait avoir tous les atouts pour réussir. Et je vous promets, si demain il devait y avoir une paix entre le Liban et Israël, on serait une force extraordinaire, surtout sur les questions énergétiques. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette milice qui a pris ma main, et ça date depuis les années 70, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, et qui a pris en tenaille et en otage ce pays. Et maintenant, c'est comment aider le Liban à s'en sortir. Il y a également un autre problème, Michel Goya, qui est celui, selon des évaluations du département de la défense américaine qui ont été décrites au Washington Post, le fait que l'armée américaine, justement, en aidant Israël, en aidant beaucoup Israël avec ses intercepteurs, en livrant des intercepteurs à Israël pour l'aider, eh bien, à épuiser une partie de son propre stock après avoir dépensé beaucoup de ses munitions haut de gamme. Oui, alors on le savait, c'est un certain nombre de munitions dites critiques, c'est-à-dire des munitions de haute technologie qui sont en nombre limité. On parle de 200 intercepteurs THAAD quand même, la moitié de l'arsenal total du Pentagone. Ah oui, alors c'est quand même énorme. Oui, non, mais ça devient stratégique à ce stade, ça devient un problème stratégique. Le THAAD, je rappelle, c'est un missile exo-atmosphérique, c'est-à-dire qui va au-delà de l'atmosphère pour aller intercepter des missiles. Et il y en a deux américains, il y a celui-là et le SM-3 qui est sur les navires. Donc ça devient, c'est tellement important que ça fait partie du système de défense anti-missile nucléaire, j'entends, sur du territoire des États-Unis. Donc c'est un élément très important. Il y a un autre type de missile qui permet de frapper vraiment dans le vide spatial. Ils en ont une quarantaine à peu près. Et si ça passe pas, on fait appel au THAAD. Et donc c'est extrêmement important. Et ce qui me frappe toujours, ce qui m'étonne toujours, c'est qu'ils aient pas anticipé le fait que ils connaissaient le nombre de missiles à peu près iraniens, ils savaient très bien que les Iraniens allaient attaquer, et donc ils auraient pu statistiquement dire ça va se consommer ça. C'est-à-dire en connaissant a priori le nombre de missiles iraniens dont dispose l'Iran, et en se disant, c'est ça les planificateurs de la guerre, en se disant que qu'ils allaient tant de missiles, alors on peut essayer de les détruire au sol autant que possible, mais il restera quand même, et ils seront capables de quand même. Donc tous ces calculs, vous avez l'impression, Michel, qu'ils n'ont pas été faits ou ils ont été faits, mais et donc ça a peut-être été présenté d'ailleurs à Donald Trump en disant attention, voilà les risques, mais que je suis persuadé que Donald Trump s'était tellement persuadé que ce serait rapide et facile,
que le problème ne se poserait pas au bout du compte. Et maintenant, bah oui, le problème s'est posé. Contrairement à ce que disait Donald Trump tout à l'heure, on l'entendait, non, la position des Américaines, elle n'est pas renforcée. Leur capacité, elle n'est pas renforcée. Ils font moins peur au reste du monde qu'avant cette guerre. Mais en fait, ces THAAD ont été détruits en protégeant Israël. Oui. Et ils ont d'ailleurs, les Américains ont utilisé plus de missiles, intercepteurs de missiles, que les Israéliens eux-mêmes. Et quand on pense à l'arsenal, enfin à la flottille d'avions, je ne sais pas quel est le mot correct pour de groupement d'avions américains qu'il y a aujourd'hui en Israël, à Ben Gurion et à Eilat, s'imaginer qu'il puisse y avoir encore des frappes iraniennes sur ces bases où sont les avions américains, avec cette, on va dire, cette réduction des moyens de protection, c'est extrêmement grave. Et je pense que c'est aussi un des calculs que Donald Trump a en tête, parce que je pense que quand il arrête de faire le guignol, il fait des calculs quand même. Et il lit les calculs qu'on lui donne. Il ne fait pas les calculs lui-même, Samantha. En tout cas, je pense que c'est un des facteurs qui fait qu'il hésite encore aujourd'hui à recommencer cette guerre en Iran, parce que les menaces de l'Iran de s'en prendre à la région et plus loin, on voit que l'Iran en est capable. Et je pense que c'est vraiment le frein principal chez lui aujourd'hui. Mais ce qui est frappant, c'est quand même la totale improvisation de Donald Trump. C'est-à-dire ses calculs, je veux bien les voir. Où sont-ils finalement? Donc est-ce qu'il y a encore des adultes dans la pièce finalement? Est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent quelque part? Parce qu'on est dans la spontanéité, on est dans l'instantanéité, dans la fantaisie, c'est-à-dire on est complètement désemparé finalement. Donc il faut dire les choses telles qu'elles sont actuellement, et Donald Trump joue avec nos nerfs en pratiquant la méthode Coué. Finalement il dit voilà, tout est parfait, magnifique, formidable, alors que absolument rien n'est fait, tout reste à faire. Alors il y a ces intercepteurs américains effectivement qui ont beaucoup aidé Israël, Stéphane Goldin, mais il y a aussi, bon, tout le monde a été étonné de l'ampleur des dégâts infligés par les frappes iraniennes sur des cibles américaines dans les États du Golfe, certes, mais il y a des analyses d'images satellites révèlent également des dégâts sur plusieurs bases israéliennes. Oui, exactement. Et il faut se rappeler qu'au début de la guerre, personne n'aurait imaginé que l'Iran allait frapper et taper les pays du Golfe. Et les pays du Golfe. Tout le monde pensait que ça serait Israël. Et ça serait qu'Israël. C'est vrai que les premiers jours, c'était essentiellement Israël. Ça a été dans une seconde phase où les pays du Golfe ont été attaqués. Et au début, les Américains étaient persuadés que leur dôme allait pouvoir protéger. Or, il s'avère que ça n'a pas protégé, donc il a fallu faire un mouvement vers les pays du Golfe. Alors parallèlement à cela, oui, le ciel israélien n'a pas été à 100% complètement hermétique, il n'a jamais été hermétique, et c'est vrai qu'il y a aujourd'hui des images satellites qui montrent que 2-3 bases ont été frappées, 2 bases de l'armée de l'air, une au nord et une au sud, qui ont été touchées, je dirais, à leur, non pas dans leur centre névralgique, mais qui ont quand même été touchés dans un environnement. Rappelez-vous aussi quand il y avait eu ces tirs, qu'on le veuille ou non, il faut le dire, autour de la ville de Dimona. Donc c'est vrai qu'on s'imaginait qu'il y avait aussi une zone très névralgique israélienne qui aurait pu toucher cette usine de textile que tout le monde connaît en Israël. Et donc c'est vrai que il y a eu. Alors il faut comprendre aussi, il faut pas négliger, il faut jamais négliger l'ennemi. Oui. Et l'ennemi a aussi ses sources de renseignement. Vous êtes militaire, vous le dites tout le temps, tout le monde le dit tout le temps, sauf que dans la réalité, tout le monde néglige l'ennemi. Enfin, je suis désolé. Stéphane, j'ai toujours cette impression. Stéphane, il y a quand même 2 chiffres qu'il faut bien comprendre. C'est que d'un côté, on a une nation qui a un budget militaire de 23 milliards de dollars. Et de l'autre côté, les États-Unis, 1000 milliards pour l'instant, et demain 1500 milliards de dollars. Et je ne parle même pas du budget de la défense israélienne. Donc, il y a tout de même un problème de commandement, de décision stratégique, de doctrine d'emploi, d'engagement des forces qui quand même est considérable, parce que tout de même entre 1000 milliards et 23 milliards, je suis désolé, il y a quand même un gap énorme. Il y a un gap, mais ce que je voulais dire, et je l'avais déjà dit sur ce plateau, je pense qu'il y a eu un problème au niveau de la préparation de cette attaque, d'anticipation sur des cibles bien précises, sur la manière dont les choses allaient se faire, sur la stratégie à mener, où les Américains étaient persuadés. Finalement, cette collaboration qu'on nous présentait comme parfaite entre les États-Unis et Israël, elle a fonctionné. Quelques ratés. Hein. Non, elle n'a pas raté. Quelques ratés, je dis. Elle a fonctionné, mais elle n'a pas été
dans un... Non, Israël était davantage préparé. Voilà, mais Israël était prêt. Oui. Et Israël est toujours prêt. D'accord. Et là, la question. Sigda Gatov, comme les petits, pardon, toujours prêt, c'est Sigda Gatov, vous vous souvenez, Alexandre, ça veut dire toujours prêt, les pionniers de Lénine, voilà, voilà, exactement, chez les scouts. Chez les scouts. Oui, Sophia, effectivement, Israël était davantage prêt, c'est une évidence, que les États-Unis, et que la République islamique d'Iran, je ne sais pas.